Bonjour à tous les amis, l'édition spéciale 2014 sur IDFM 98 FM et son indicatif hommage aux deux grands absents de cette compétition, les deux Thierry, Roland et Gilardi bien entendu. Comme chaque jeudi à partir de 21h, on va parler football et vous allez nous faire vivre votre Coupe du Monde, chers auditeurs. Donnez votre avis, venez débattre et parlez-nous de votre ressenti au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 et idfm98.fr pour réagir. Sans plus tarder, on passe au programme de cette édition spéciale Coupe du Monde 2014, épisode 3. Aujourd'hui, formule spéciale puisque nous serons 2 heures ensemble jusqu'à 23h. Oui, ça va venir. C'est le sommaire tout de suite. Au sommaire et tout au long de cette première heure, nous parlerons des Bleus. On rejoindra Jimmy Brown, notre correspondant au Brésil, avec qui on reviendra sur le 8e France-Nigeria. Vous entendrez également un témoignage poignant, celui de Michel Hidalgo. Et on se projettera également bien sûr sur le match de demain, France-Allemagne. Vincent Magnez, notre expert allemand, sera également de la partie. Un seul numéro, 01 34 12 12 22 pour intervenir en direct. Une deuxième heure consacrée au reste de la compétition. Nous ferons le bilan des équipes africaine avec Philippe Doucet, l'homme à la palette, journaliste historique de Canal+. Il nous parlera de sa passion et de son avis sur ces équipes du continent africain. Quelles sont les surprises de cette Coupe du Monde ? C'est la question que nous nous poserons en plateau. Envoyez-nous vos messages via le site idfm98.fr pour réagir bien sûr toujours en direct. On jettera également un coup d'œil aux autres quarts de finale à venir ce week-end. Et pour finir, le rendez-vous convoité de l'édition spéciale Coupe du Monde 2014 sur IDFM, le clash des collègues. Je vous rappelle le principe, vous êtes collègues de travail, vous en avez marre des embrouilles de machine à café et vous voulez régler vos comptes une bonne fois pour toutes à l'antenne. Le principe est simple, je vous le rappelle, vous appelez au 01 34 12 12 22. Clash du jour, la France peut-elle remporter cette Coupe du Monde ? Messieurs, vous serez invités bien sûr à y répondre d'ici quelques instants. Et justement, la petite musique, Gloria Gaynor pour annoncer l'équipe, la composition du jour qui nous accompagnera pour cette édition spéciale Coupe du Monde 2014. Lui, c'est le numéro 10 de l'équipe, ses infos, c'est du caviar, il aime servir ses attaquants sur un plateau. Greg Drouillard est avec nous, salut Greg. Salut Manu, salut à tous. Bon, toujours aussi excité, extasié par cette Coupe du Monde. Au max, toujours au max et on attend bien sûr demain soir l'événement. On était déjà à dire hors antenne, l'événement bien sûr France-Allemagne, on était déjà à dire hors antenne que on allait avoir les 2 jours les plus beaux voilà, qui vont arriver de la Coupe du Monde. Parce que 2 matchs. Et derrière c'est le blues à la fin de la Coupe du Monde. On en parle déjà. Ouais, on en parle déjà de ce blues. Au moins 1 ou 2 journées pour Eddie, c'est apparemment une semaine. Donc... ça change à chaque fois. Ça change. La semaine dernière, il a retrouvé sa formidable entente avec son meneur de jeu, parfois à la limite du rouge. Comme l'équipe de France, il a profité des largesses arbitrales. À l'inverse de son idole Ronaldo, le Brésilien bien sûr, il tient une forme physique d'enfer. Eddie Amari occupera le poste d'avant-centre ce soir. Salut Eddie. Je suis pas rapide. Bonjour Manu. Bonsoir Manu. Bonsoir à tous. T'es d'Archeville alors. D'Archeville. Alors moi je suis plus Inzaghi ou Trezeguet. Inzaghi, ouais. Tu vois, je me suis planté. La semaine prochaine, t'inquiète pas, ça sera mieux. L'équipe de France a déjà réussi sa Coupe du Monde. C'est le fil conducteur de ton humeur de la semaine. C'est exactement ça. Pour moi, l'équipe. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais on va faire un beau retour sur cette équipe de France et comment dire le parcours de cette équipe de France dans cette Coupe du Monde. On verra ça bien sûr tout à l'heure pendant la première page, la page spéciale équipe de France. Comme dit Foul, il y a une décennie, j'ai engagé un Belge. J'ai vécu l'une des plus belles émotions de cette Coupe du Monde en regardant les Diables Rouges battre les États-Unis. C'est en qualité de 9,5 qu'il est titulaire ce soir. La tour de contrôle, Linden Lutello est parmi nous. Salut Linden. Bonsoir. Waouh, quelle surprise hein. Quelle surprise. C'est la Belgique qui a fait tout bugger. Quelle surprise, la coupure de 23h ou je sais pas. Non, pour revenir sur le match Belgique-États-Unis, oui, beaucoup de suspense, le cœur au maximum de la tension. Je pensais que ça allait lâcher et ça a tenu. Bon. D'accord. Ouais. C'est un de tes plus beaux matchs. Une de tes plus belles émotions. En tout cas, on a souffert. Donc t'es quand même la deuxième personne que je connaisse à avoir vibré pour la première mi-temps Belgique-États-Unis. Le premier étant Barack Obama. Exactement. C'est une qualité quand même. C'est quand même une bonne qualité, mon ami Linden. Attention, la prochaine personne à intervenir dans ce studio a gagné la semaine dernière sa stature même d'oracle de l'émission. Depuis le mois de mai, il est sur une série insolente de pronostics justes. C'est notre Lucas Dignanou, le jeuneau. Valentin Paris, c'est avec nous. Salut Valentin. Salut
Salut Manu, salut l'équipe. Comment ça va? Dis pas de conneries. Ça va ce soir, très bien. attention Ouais, à non, toi. ça va très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réécoute un petit peu les pronos que tu nous Allez, avais donnés on va réécouter. parce que là, quand même, c'est vrai qu'il est, les amis, sur une série absolument impressionnante, l'Oracle Valentin. On l'écoute bien sûr tout de suite. Surtout sur les IDFM. parieurs, écoutez. Ouais. Et en plus, Karabatic, écoute, c'est pour toi. il adore le handball, Valentin. Après la victoire de Evian à Sochaux pour la relégation, la victoire de Guingamp en Coupe de France, je dis que l'Algérie ira en quart de finale. Voilà, donc il a, en fait, j'ai plus les extraits d'avant sur la Coupe de France, mais il l'a bien Il a dit, fait je me 3 sur rappelle. 3. Evian, il l'a eu, et là, l'Algérie, il l'avait dit, même si depuis, il s'en est passé il s'en est passé des choses, cher Oracle. Bien sûr, mais bon, j'étais fier de mon pari en tout cas. Ouais, non, Bien passé. c'était bien joué. Le genou, en tout cas, Michael Owen nous a mis cher, les amis. C'est ce que je voulais dire. Il est 21h08, bien sûr, sur IDFM 98 FM, l'heure de lancer l'édition spéciale Coupe du Monde 2014, 4e semaine. Linden, on rappelle un petit peu à nos auditeurs comment ils peuvent participer à cette émission. Alors, sur le site internet idfm98.fr, laissez vos messages en direct, ils seront lus à l'antenne. Sinon, vous avez le Twitter IDFM Sport ou sinon par téléphone au 01 34 12 12 22. Voilà. 01 34 12 12 22, vous connaissez bien sûr l'adresse, le numéro pour réagir à cette émission, parler de votre Coupe du Monde. Et on ouvre cette heure spéciale équipe de France en musique, Didier Deschamps, et un petit plaisir pour vous, messieurs. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, votre passion toujours nous rassemble, allez les Bleus, on est tous avec vous. Évidemment que le fait de se qualifier en quart change quand même pas mal de choses, parce que même si on avait fait une bonne phase de poule, se faire éliminer hier aurait remis certainement en cause pas mal de choses. Maintenant, on est là, mais je suis très fier que cette équipe de France se retrouve là et les joueurs le méritent sincèrement. C'est pas pour ça qu'on est plus relâché, parce que si on est relâché, ça risque de nous faire drôle, quoi. Ça sert à rien de se projeter plus loin, qu'on ait l'envie, que le rêve, tout ce qu'on veut, oui, ça fait partie de la vie. Mais la réalité aujourd'hui, c'est l'Allemagne vendredi. Votre passion toujours nous rassemble, Allez les Bleus, on est tous avec vous. Voilà, on va peut-être un petit peu arrêter avec cette chanson quand même. Les amis, la France qui a battu le Nigeria 2-0, c'était en début de semaine bien entendu. On va en parler avec vous. J'aimerais avoir d'ailleurs votre avis avant de retrouver notre correspondant au Brésil qui suit actuellement l'équipe de France. Votre avis à vous en tout cas de spectateurs depuis la France devant votre écran de télé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ? Une victoire, on va dire, en 2 temps, très incertaine, une équipe de France très incertaine en première période avec de grosses difficultés, inquiétée par le Nigeria, et puis physiquement, l'équipe de France a pris le dessus, s'est créé énormément d'occasions à partir de la 60e et a logiquement remporté ce match. Je vais le dire, à la mi-temps, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que je reconnaissais pas le jeu de l'équipe de France. Alors c'est vrai que l'adversaire était un petit peu différent de celui qu'on avait pu affronter en poule. Mais une victoire solide, j'ai envie de dire, au final de l'équipe de France qui s'est créé beaucoup plus d'occasions. Et au final, le Nigeria n'a pas eu tant d'occasions que ça. T'as relevé quelque chose d'intéressant, Greg. Avant ce match-là, on avait des appréhensions au niveau de l'impact physique du jeu nigérian et surtout des conditions climatiques. Et on a eu une équipe de France qui a su répondre à ces deux défis-là, c'est-à-dire qu'une équipe de France qui était plus dure dans les contacts que les Nigérians et une équipe de France qui avait une meilleure condition physique que les Nigérians. Et au bout au bout d'une heure de jeu, les Français étaient beaucoup plus frais. Ils ont fait craquer les Nigérians à l'heure de jeu. Sous une température très forte. C'est à quel moment? C'est quand Giroud est sorti. C'est vrai que c'est quand Giroud est sorti, mais l'impact physique reste le même. Mais la question de Giroud, il faut en parler de Giroud, mais je pense que uniquement sur le volet physique, clairement, au-delà des joueurs sur le terrain, clairement, la France a été meilleure que les Nigérians. Ils ont pris le dessus à partir de donc c'est intéressant de savoir que notre équipe de France peut répondre à cet impact physique parce que la défense allemande a ses caractéristiques aussi, et ça a été entre guillemets ça a été le premier match test de l'équipe de France dans ce mondial. Sachant que la France, excuse-moi, juste pour finir sur le volet physique, sachant que l'Allemagne n'a pas joué à 13h, heure brésilienne, et l'Allemagne a fait une prolongation en plus.
Je te parle en huitième de Oui, finale. en huitième de finale. Mais si revenons un petit peu, j'ai entendu que vous l'aviez évoqué, le cas Giroud. Est-ce qu'on n'a pas un imbroglio Giroud sur ce match contre le Nigeria? Est-ce qu'il n'a pas été lâché? Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci, notamment avec Benzema? Est-ce que Benzema a accepté de passer à gauche? C'est la grande je question pense que que c'est je le vous pose. contraire. Je pense que Benzema a eu du mal à passer à gauche. Je pense qu'il n'a pas accepté, sachant qu'il fait un bon mondial, d'où aujourd'hui on ne devrait pas justifier le fait qu'il passe à gauche. Encore si on était dans la période des qualifications où il marquait pas, où il fallait tenter des combinaisons. Là, il est remonté à quasiment son meilleur niveau en équipe de France et on l'a rebasculé à gauche, sachant que les latéraux nigériens devaient aller assez vite. On lui donne en plus des tâches défensives à l'image d'Eden Hazard Qu'il n'a pas fait. qu'il n'a pas fait parce que c'est là qu'on a vu qu'il ne les voulait pas. Et quand il est retourné dans l'axe, parce que Griezmann est rentré, on a revu un Benzema qui s'est créé 2-3 occasions, dont celle où Neyama la sort à la fin. Mais clairement, Giroud était présent justement pour répondre à cet impact physique qui était censé être extraordinaire de la part des Nigérians. Et je pense que on l'entendait d'ailleurs dans les discours de Didier Deschamps avant la conf de presse de Didier Deschamps avant le match contre le Nigeria. Clairement, 90% du discours par rapport à l'équipe nigériane était sur le physique. Et je pense qu'il a mis Giroud uniquement pour ça. Ouais, mais le problème, il a mis pour ça, mais par exemple, au niveau du pressing, c'est-à-dire quand on parle de physique, il doit être déjà là sur les deux premiers défenseurs centrales. On a vu que lui ou Benzema ne faisaient pas le combat nécessaire. C'est-à-dire à l'image de Matuidi et Pogba, qui étaient toujours devant Giroud en termes de pressing offensif, alors que c'était normalement le rôle d'Olivier Giroud. Moi, je ne suis pas sur Karim Benzema. Je pense que Giroud n'était vraiment pas dans l'esprit de cette équipe de France. Je suis d'accord Cet avec esprit de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde, qui a un esprit collectif, solidaire. Ouais. J'ai vu un Olivier Giroud qui a tiré la couverture sur lui, qui ne passait jamais son ballon à Benzema, qui était Qui avait vraiment un pas ballon, dans... il voulait taper au Voilà, but. dès qu'il avait un ballon, il voulait taper au but, il ne sollicitait pas Benzema. Benzema lui a fait beaucoup d'appels en première période, il lui a jamais donné un ballon, il préférait revenir en arrière et s'appuyer sur Pogba pour recréer un 1-2 ou recréer une occasion de but. Non, j'ai vu un Giroud qui était entre guillemets hors jeu de ce jeu de l'équipe de France. Et au-delà de l'imbroglio Giroud, la conséquence, c'est l'entrée de Griezmann. Bien sûr. Il faut quand même en parler. Qui change le le tournant cours du du match. match, bien sûr. Et l'entrée de il faut dire Griezmann, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'il a Tout le monde, précisé. tous les médias disent Griezmann maintenant. Donc Griezmann qui est entré en jeu et qui a tout de suite montré ses qualités de touche de balle. Et tu sens clairement que l'entente avec Benzema Et beaucoup mieux. Mais est meilleure que l'entente après- Benzema-Giroud. Après, chaque entrée de Griezmann est intéressante. Chaque match où Griezmann est A titulaire, a débuté, ça s'est moins bien passé. Est-ce que Griezmann était, comment dire, non. Est-ce que excusez-moi, Griezmann était intéressant sur son côté gauche parce que il profitait du manque de fraîcheur des Nigériens et comme lui il est vif, il a pu se créer des occasions, ou est-ce que c'est par son jeu, son intelligence, sa technique qu'il a été intéressant dans ce match-là? On a vu aussi beaucoup l'envie, c'est-à-dire que le défenseur nigérien était surpris parce qu'il y avait le repli défensif. Alors c'était un boulevard au début pour le Nigeria et ils ont attaqué quasiment tout le match de ce côté-là. Ça s'est fermé quand Griezmann est arrivé parce qu'il est revenu défendre et à partir de là ils ont commencé à poser leur jeu. Donc je pense qu'il a surtout montré de l'envie à la différence de Giroud et Benzema qui étaient plus dans l'imbroglio pour savoir qui allait défendre parce que des fois ils inversaient. Je vais vous poser et une question un petit peu bête, les amis, peut-être un petit peu, pas cocasse, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que Benzema, qui n'a pas beaucoup défendu en première Non, mi-temps il sur son côté débutera. gauche, Il débutera. non, est-ce qu'on peut penser que lui qui n'a pas beaucoup défendu sur son côté gauche, et on l'a vu, Patrice Evra était en grande difficulté, est-ce qu'il l'aurait pas fait un petit peu exprès pour expliquer aux sélectionneurs, moi, Non, je pense pas. mon poste c'est avançant. On est dans un 8e de finale de Coupe du Monde. Je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur Benzema pour le repli défensif. Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, Matuidi était beaucoup plus haut que d'habitude et justement sur les attaques nigérianes, il avait du mal à coulisser et à couvrir le couloir gauche, ce qu'il fait très bien habituellement. C'est parce que c'est la notion de bloc équipe, c'est-à-dire Ouais, que bien si sûr. un ne fait pas l'effort, Ouais. le reste ne suit pas. Quand tu voyais que Giroud faisait pas l'effort, Matuidi et Pogba devaient forcément avancer pour presser sur les premières relances nigérianes et ça a tout décalé et finalement. Et comme surtout, tu dis, Manu, pour revenir sur ce que tu disais, si Benzema avait voulu, court-circuiter Olivier Giroud, il l'aurait fait face à la Suisse. Il l'aurait pas fait dans un 8e de finale de Coupe du Monde. Et en plus, l'entente face à la Suisse a été très bonne. Mais Benzema, clairement, Giroud. pour revenir sur le cas Griezmann, l'équipe de France, qualitativement et bien sûr donc techniquement, est 10 fois meilleure quand Griezmann est sur le terrain. Et au-delà de tout le travail qu'on a pu dire, peut-être de Giroud, qui a pu peut-être fatiguer les défenseurs, moi je pense que le fait que Griezmann soit au-dessus techniquement
rien que le fait qu'il soit au-dessus techniquement, il a perturbé les défenseurs nigérians qui ne sont pas réputés pour être très véloces, très rapides sur l'attaquant. Et je pense que tu le vois très bien d'ailleurs sur l'action, le 1-2, enfin le double 1-2 avec Benzema. Tu vois que la défense nigériane ne pouvait pas suivre parce que techniquement, c'est ce qui va peser dans la balance face à l'Allemagne, parce que la défense centrale et surtout les latéraux allemands qui ne sont pas vraiment, ça risque d'être très compliqué. On va en parler de l'Allemagne. On va en reparler. Un petit mot sur Loris. Je suis content que t'en parles. Assez convaincant pour le coup. Et il a un petit peu sauvé la Maison Bleue dans les moments difficiles. Ce match-là, je pense qu'il a surtout servi à Hugo Lloris de retrouver un petit peu de confiance. On l'a vu mal à l'aise dans ce début de mondial. Je pense que c'est pour ça que Didier Deschamps l'a fait jouer dans ce fameux match 3 face à l'Équateur, pour qu'il puisse retrouver un petit peu confiance en lui, un petit peu de temps de jeu. Et ce match face au Nigeria lui a fait beaucoup de bien, je pense. Il a eu quelques arrêts décisifs. On l'a vu dans ses prises de parole. Il haussait un petit peu le ton, il remettait en place sa défense. Parce qu'on sait que c'est sorties aériennes également. On sait que c'est son point faible, les sorties aériennes. Enfin, c'est l'un de ses points faibles parce qu'il n'a pas non plus que des qualités, Lloris. Mais c'est l'un de ses gros points faibles, c'est les sorties aériennes. Et je l'ai trouvé plutôt rassurant justement sur ces sorties aériennes. Donc c'est encourageant. Après, en face, il aura le meilleur gardien du monde. Donc il faudra qu'il arrive à tenir la comparaison. Mais il n'aura pas un système offensif qui. On en parlera tout à l'heure. On a envie d'en parler de ce match-là. On a envie d'en parler. On va en parler, les amis. On va en parler. On finit un petit peu, bien sûr, sur ce débrief avec une question qui se pose. On les a sentis un petit peu tendus, les garçons, quand même. Il leur a fallu quand même 70 minutes pour bien rentrer dans le match, commencer à être vraiment dangereux face au Nigeria. Est-ce que maintenant que l'objectif, et on sentait qu'il était un petit peu lourd cet objectif, justement d'arriver en quart de finale de la Coupe du Monde, maintenant que l'objectif est acquis, est-ce qu'on va les trouver libérés désormais, ces Français? L'avantage des Français, l'avantage de ce France-Allemagne par rapport à ce France-Nigeria, c'est que les Français ont joué face aux Allemands il y a quoi maintenant, un an ou deux. C'était l'année dernière. Et surtout, l'autre avantage, c'est que ce match face au Nigeria est un petit peu bizarre parce que c'était le premier match de l'équipe de France à 13h heure locale. C'est pour ça que je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps à entrer dans ce match-là, parce qu'ils ne savaient pas comment physiquement ils allaient réagir après une heure de jeu, à savoir s'ils devaient lâcher les chevaux en début de match ou s'économiser un maximum par rapport à ces 90 minutes de jeu. Et ils ne savaient pas comment répondre à l'impact physique des Nigérians. L'Allemagne et les joueurs que compose l'Allemagne, les Français les connaissent. Et c'est un point fort pour la confiance et pour entrer dans ce match et pour se préparer à ce match. Pour rebondir sur la question de Manu, honnêtement, sur tous les huitièmes de finale qu'on a pu voir, à part la Colombie qui a largement dominé l'Uruguay, j'ai senti une certaine tension sur tous les huitièmes et dans toutes les équipes. Ça s'est vu. N'importe quel match, parce que, et c'est une vérité, comme tout le monde le dit, c'est une nouvelle compétition qui démarre. Avant les poules, tu perds, tu fais un match nul, tu sais que tu peux te rattraper à part le dernier match. Là, c'est tu perds ton match, tu rentres à la maison. Et on avait beau dire ce qu'on voulait, si la France rentrait à la maison après le 8e, la Coupe du Monde aurait été ratée. Je suis pas d'accord. On va pas revenir sur ce débat-là, mais je suis pas du tout d'accord. C'est pas mon avis, c'était l'objectif officiel et annoncé de la Fédération française de football était les quarts de finale. Le véritable objectif de cette équipe de France, c'était surtout de se réconcilier avec son public. Donc la Coupe du Monde aurait été ratée, et je pense que l'opinion publique... Pas ratée, ça aurait été... L'opinion publique, t'aurais fait un sondage, je pense que l'opinion publique aurait pensé que la Coupe du Monde aurait été ratée. Je pense pas. On va en parler des objectifs. On va en parler des objectifs et de cette Coupe du Monde, à savoir si elle est déjà réussie ou déjà ratée. Ce sera le sujet notamment de la chronique de Eddy Amari. Je voudrais faire place à un garçon, Jimmy Brown, notre correspondant depuis le Brésil. Salut Jimmy. Salut monsieur. Comment vas-tu? Bah écoute, c'est l'effervescence. C'est un peu moins de 24 heures maintenant du coup en rendez-vous. On est sur la plage d'Ipanema là. Il y a bon nombre de supporters français. Il y a un gros contingent. Donc tout le monde espère réaliser l'exploit. Et maintenant on se sent arriver déjà à France-Brésil en demi-finale. Ça ne cache pas. Est-ce que les Brésiliens en parlent justement de ce France-Brésil un petit peu? Est-ce que c'est sur leurs lèvres? Bah écoute, ils le craignent parce que moi j'étais au stade à Brasilia pour le match contre le Nigeria et tout le monde était acquis à la cause du Nigeria et tout le monde craint vraiment cette équipe de France et surtout que les Brésiliens ont de mauvais souvenirs avec les Bleus, donc du coup ils espèrent vraiment que ce sera l'Allemagne pour les demi-finales. Mais bon, on espère leur donner tort, bien sûr. Tu seras au stade demain ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Évidemment. Vénard. Évidemment. Parlons avec toi justement du match du Nigeria. Tu l'as vu ce match. Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré, cette équipe de France? Est-ce que tu les as sentis? On parlait tout à l'heure peut-être d'un besoin d'être libéré. Il y avait un peu le poids de ces quarts de finale qui pesait sur eux. Est-ce que tu as eu cette impression-là, toi?
Bah ouais, on le sentait vraiment. Il y avait une très très grosse tension sur le terrain et même dans les tribunes. Tout le monde était un petit peu tendu jusqu'à ce but libérateur de Pogba. Et effectivement, ils étaient dans la position où après le premier tour qu'ils nous avaient donné, ils étaient un peu obligés de gagner. Maintenant, on approche ce quart de finale dans une toute autre posture. Et je pense que justement, le fait que ça va éviter complètement. On espère en tout cas, mais c'est vrai que sur le Nigeria, c'était particulièrement tendu. On avait très peur. À la mi-temps, on s'en sort pas mal d'être à 0-0. T'es sous un tunnel, Jimmy ? Ouais, Jimmy, on a du mal à t'entendre, c'est vrai. Si tu pouvais bouger juste un tout petit peu. J'essaye de bouger. Vous entendez les vagues d'Ipanema derrière moi. On est en direct, bien sûr, du Brésil, les amis. Le Maracana, Jimmy, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Tu l'as vu là un petit peu ? Décris-le nous. Tu vas y aller surtout demain ? J'ai eu la chance d'aller à France-Équateur. Le stade est vraiment magnifique. C'est un écran qui est vraiment incroyable. On parlait d'organisation avant le début de la Coupe du Monde. Là, on avait un peu peur de ce qui allait se passer en termes d'organisation, mais franchement, tout se passe pour le mieux. Les accès sont faciles. Le stade a une très bonne ambiance et le stade est vraiment magnifique. Il y avait un petit problème sur la pelouse, notamment sur le France-Équateur. Ils n'avaient pas pu s'entraîner la veille. Là, apparemment, ça va mieux puisque les Bleus étaient au Maracana jusqu'à il y a quelques minutes pour la séance d'entraînement. Et puis ce soir, ils seront de retour à Leblon, à leur hôtel, et on va essayer d'aller les voir et peut-être essayer de vous recontacter à ce moment-là si on arrive à les croiser devant leur hôtel. Eh ben, y a pas de souci, Jimmy. Essayez d'aller à l'hôtel des Allemands et klaxonner devant l'hôtel des Allemands. Ouais, marrant, toute la nuit. Si tu peux faire ça toute la nuit, c'est nickel. C'est prévu là, je sais. On est une vingtaine, on a prévu les tambours, les voilà. C'est parti, on va leur faire la folie. Bon, bah c'est super. Juste une dernière question, Jimmy. Les supporters que tu croises, les supporters français tout autour de toi, ils y croient eux à la victoire finale ? Mais ils y croient de plus en plus. C'est ça qui est fou. On se rend compte, il y a quelques mois, on était après ce match en Ukraine et tout le monde voyait l'équipe de France plus bas que terre. Maintenant, tout le monde se prend à rêver d'une deuxième étoile. Il y a vraiment eu un optimisme général avant ce match face à l'Allemagne. Moi, ça me fait un peu peur, je vous le cache pas, parce que l'Allemagne, on passe quand même à un tout autre niveau par rapport aux adversaires qu'on a connus jusqu'à présent. Mais voilà, exactement. Ils y croient dur comme fer et ils espèrent vraiment être là au Maracana pour la finale le 13 juillet. On le souhaite tous en tout cas. Eh ben, y a pas de souci, Jimmy. Tu reviens tout à l'heure si t'as quelque chose, et puis surtout si tu veux revenir parler un petit peu du France-Allemagne, on va en parler d'ici quelques minutes. Je te repasserai un petit coup de fil. Ça marche ? Avec plaisir. Allez, bon courage. Sans souci. Merci, Jimmy. Ciao, ciao. Jimmy Brown, bien sûr, notre correspondant, tout simplement, actuellement à Rio. Il suit l'équipe de France depuis le match du Honduras. Le vénard. Ouais. On aimerait être à sa place. Le mec t'annonce qu'il sera au Maracana demain. C'est fort quand même. On sera dans notre canapé Nous, on aime beaucoup. avec notre Vitel tranquille. Exactement. Vitel, on verra. Mais on se sera en tout cas. Ça, c'est une certitude. Les amis, justement, je voudrais qu'on clôt un petit peu le débat. Vous avez commencé à parler d'une chose, les objectifs de l'équipe de France. Est-ce que c'est une Coupe du Monde réussie ? Pour Eddie Amari, c'est une certitude. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite à l'humeur de Eddie Amari. Il va nous expliquer et puis on pourra lui répondre, bien entendu. Je veux du respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis... Respect donc pour cette équipe de France qui, d'une façon ou d'une autre, avant le résultat du match de vendredi, a réussi son mondial. Bien évidemment, l'aventure serait encore plus belle en chassant les vieux démons du cauchemar de Séville 82 avec une victoire contre les Allemands. Mais après les différentes épreuves que l'on a traversées avec notre équipe de France, nos attentes ne doivent pas se limiter au résultat final. Après avoir repris les rênes de l'équipe de France en septembre 2012, deux objectifs s'ouvraient à Didier Deschamps. Se qualifier pour le mondial et permettre aux Bleus de retrouver leur popularité. Mission réussie donc pour le sélectionneur français qui a réussi à emmener notre équipe au Brésil après un match héroïque et surtout qui l'a réconcilié avec son public. Car l'objectif principal pour les Français était bien là, que l'équipe de France retrouve sa dignité. Qu'importe le résultat, les supporters des Bleus souhaitaient se retrouver dans une équipe qui, par ses interviews, ses sourires, son état d'esprit donne envie de la soutenir. Une équipe et des joueurs conscients que ce maillot bleu est porteur de liberté à travers le monde, d'égalité pour ses fils d'immigrés et de fraternité par ses élans populaires qu'elle seule est capable de provoquer dans une époque où les gens ne prennent même plus le temps de se parler. Je vous invite donc à applaudir notre équipe et défiler avec vos maillots bleus vendredi, même en cas de défaite face à l'Allemagne, parce qu'elle a fait les efforts nécessaires pour que l'on puisse tourner ensemble l'une des pages les plus sombres de son histoire et continuer ainsi à ses côtés notre bout de chemin vers un Euro 2016 à Paris qui s'annonce plein de belles promesses.
a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà. Très bon choix musical, hein, mon cher Eddy. Respect, bien entendu. Hein, ça vous aura rappelé des souvenirs à Alliance Ethnique il y a quelques années. Est-ce que ça rappelle les souvenirs à Valentin? C'est J'aime beaucoup, c'est groove, mais c'est sympa. C'est comme ça qu'on dansait dans les années 90. Monsieur Diamari, vous avez entendu son billet d'humeur, vous voulez réagir, Greg? Ouais, je veux réagir parce que j'ai remarqué cette semaine un petit peu, j'ai un peu traîné dans Paris et j'ai vu énormément de maillots bleus. Et c'est vrai que t'as raison, Eddy. C'est vrai que Didier Deschamps et tout son staff a réussi à réconcilier le peuple français avec l'équipe, avec son équipe de France. Parce que j'ai vu des maillots de l'équipe de France et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas vu que des maillots de foot. J'ai vu des maillots de basket, j'ai vu des maillots de rugby. Toute la France du sport est derrière cette équipe de France. Mais tout le monde veut mettre le maillot bleu et c'est ça que j'ai trouvé très très bien durant la semaine. Il était là le principal objectif de l'équipe de France. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me disais que si l'équipe de France n'avait pas battu le Nigeria, la Coupe du Monde, ça aurait été une déception. Ça aurait été une déception, certes, mais la Coupe du Monde de l'équipe de France n'aurait pas été gâchée ou ce n'aurait pas été un échec parce que l'équipe de France a réussi ce défi-là, de se réconcilier avec son public, et quand on sait d'où on vient, on ne peut être que fier de cette équipe de France. Linden. Mais vu ce public versatile qu'on connaît, non, pas versatile. Pas versatile. La parole à Linden. Je pense que quand même cette équipe de France a besoin d'un exploit pour solidifier. Parce que là, on n'a pas eu l'exploit. Non, mais c'est pour ça que je dis dans son mondial, parce que on l'a pour pas l'instant, mais je suis plutôt d'accord avec Greg. Je pense qu'une élimination contre le Nigeria aurait retourné beaucoup de vestes parce que déjà, rien qu'on a vu en termes de composition d'équipe entre les Giroud, les pro Benzema, il y avait déjà beaucoup de retournements de vestes dans les médias, partout par rapport à ce qu'on a pu voir à France. Même dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique. D'où il y a beaucoup de gens qui sont enflammés contre la Suisse qui ont déjà retourné leurs vestes parce que l'équipe de France avait fait un match moyen et un match moyen contre l'Équateur. Donc je pense que vraiment, ce qui va en dehors de cette ferveur qu'on a, parce qu'on est en plein mondial, on est toujours là, il faut vraiment l'exploit pour que ça solidifie. Sachant que la Coupe du Monde 2014, il faut bien le répéter, n'est pas l'objectif de l'équipe de France. Il faut quand même si tu y vas pour faire le meilleur résultat possible, on rappelle quand même l'Euro 2016 est en France et il est là le véritable objectif. C'est de gagner l'Euro 2016. Je vais rebondir sur ta chronique, Eddy. Tu disais héroïque, une attitude héroïque sur le match du Nigeria, et c'est là où je vais peut-être rejoindre Linden. Est-ce qu'il n'y a pas de match référence en définitive dans cette Coupe du Monde? Il n'y a pas de match référence. Le match de la Suisse, bien sûr. Un match assez particulier. Le match du Nigeria. Il ne faut pas le prendre en compte, le match de la Suisse. C'est un match qui arrive une fois tous les 20 ans. Une grosse équipe arrive à faire un score comme ça en Coupe du Monde, comme l'Allemagne l'a fait contre le Portugal, avec des situations de jeu qui font que le score devient exceptionnel, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre en compte, le match. Est-ce que tout se joue pas encore sur le France-Allemagne de demain, quelque part, pour répondre à cette question? Est-ce que ça se joue? Si demain tu prends une valise, si admettons que demain tu prennes une valise, on l'imagine pas ici dans ce studio, je sais bien, on imagine que Deschamps va proposer quelque chose de sérieux, en tout cas sur la pelouse. Mais si demain la France prend une valise, est-ce qu'on remettra pas en cause ce que tu viens de dire? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas du tout. Alors ça, c'est l'avis d'Eddy Amari. Je pense que mais je pense que l'opinion publique ne sera pas. Il ne faut pas s'arrêter au résultat définitif. C'est beaucoup les liens entre l'équipe de France et son public sont beaucoup plus profonds que ça. Ça ne s'arrête pas à des performances sportives. Ça ne s'arrête pas à ça. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec cet avis-là. Il dit que ça va plus. Vous arrêtez juste au résultat. Moi, je confirme parce que vous verrez si demain l'équipe de France se fait éliminer face à l'Allemagne, vous verrez que les Français seront fiers de leur équipe, seront fiers de leur équipe, et dans les différentes interviews, les différents micro-trottoirs, vous verrez des Français qui sont heureux et fiers de s'être réconciliés avec cette équipe de France. S'ils se font éliminer de façon héroïque, après s'ils se font éliminer d'une façon où ils proposent le même jeu, ils sont déjà arrivés au mondial de façon héroïque. Une façon dont ils proposent le même jeu que face à l'Équateur ou face au Nigeria. Toi, Eddy, tu dis ça parce que toi, l'équipe de France, tu l'as jamais lâché. Nous, ici, l'équipe de France, on l'a jamais lâché. Mais les gens qui viennent, qui profitent, qui prennent, qui repartent, on l'a vu face à l'Équateur, on l'a vu face au Nigeria. C'était tendu. Et moi, j'ai déjà senti qu'après ce qui allait se passer face au Nigeria, il y a une grande différence entre critiquer une équipe de France parce qu'elle est nulle et critiquer une équipe de France parce qu'elle nous crache au visage. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. On peut être fâché, par exemple, comme nous ici autour du plateau, avec le Paris Saint-Germain pendant des années par rapport aux performances sportives. Mais à partir du moment où le club, où les joueurs se crachent, là c'est autre chose. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai vu déjà du match contre le Nigeria, des gens qui parlaient les joueurs, de toute façon, quand Benzema défendait pas, ils sont là que pour l'argent. J'ai revu ce genre de choses là. Moi, je pourrais te les montrer, mais j'ai revu des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la Coupe du Monde ou qu'on avait vu avant France-Ukraine. Quand tu dis pourquoi juste parce que Benzema défend pas une fois, alors on peut dire qu'il est nul,
mais on va commencer à dire oui, mais de toute façon, il joue que pour l'argent, il a pas l'amour des Bleus. Et Ça, Linden, c'est revenu. Après, au niveau de l'image, il faut être clair, il y a une réconciliation Voilà, et ça, je pense qu'on pourra pas l'enlever. Oui. Après, Pas c'est vrai- total, pas total. Je pense qu'il y a beaucoup de communication dans ce qui se Oui, passe en équipe de exact. France aussi Il y a beaucoup de aujourd'hui. communication, mais ce qui Il n'y se a pas passe. que de la com, comme le disait Greg tout à l'heure, on le voit bien, on se balade dans la rue, on voit les gens avec les maillots de Non, l'équipe mais de France. d'accord, mais On combien de temps voit ça les durera drapeaux français. Non, mais Combien de l'image- temps ça va durer Ça, Mais c'est autre chose. l'image montrée, Ça, je c'est autre pense chose. que l'image montrée restera belle. Après, les gens auront de la déception si la France est Exactement, éliminée demain voilà. soir. Si on sort 5-0, tu penses que Mais tout on sortira ira pas bien, 5-0, on sortira- Manu. Non, mais On c'est ce qu'on sortira disait, pas. mais Je ça pense reste une que hypothèse. les gens seront déçus, critiqueront l'équipe pendant 48 heures, voire même une semaine. Voire 2 semaines. Mais à la rentrée, au traditionnel match du mois de septembre, on aura des Français, le stade sera plein, et on aura des supporters français qui accueilleront leur équipe debout et les applaudiront. Et C'est ça le j'en mets ma main principal, c'est coupée. qu'il y a quand même un an et demi, le Stade de France il était à 50 000, Ils n'arrivaient il était à pas, 80 000. ils n'arrivaient pas à vendre Souvenez-vous des d'où on places. vient l'année dernière. Je pense que là, pendant les 2 années à venir, tous les stades où joueront l'équipe de France, les stades seront pleins. Sur ce cas-là, sachant qu'en plus ils n'ont pas de qualification à jouer pour Voilà. l'Euro, donc les matchs seront plus détendus. Je pense qu'il y aura des que résultats des matchs plus amicaux. probants. Voilà, des matchs Ouais. amicaux, les résultats seront plus probants et moins frustrants. Donc je pense qu'on peut avoir. Ne nous projetons sur ce pas à l'Euro côté-là, 2016, gagnons déjà la Coupe du Monde. Mais 2014. pourquoi on parle de tout ça puisqu'on ne sera pas éliminé? Voilà. Ça, c'est un autre débat. On va en parler justement, messieurs. Juste avant, pour faire la petite transition, avant de parler de France-Allemagne, on est obligé de revenir sur 1982. Et cette semaine, il y a un garçon qui a parlé dans les médias, c'est Michel Hidalgo. Il s'est vraiment livré, c'est à nos confrères de RMC. Et écoutez un petit peu ce qu'il raconte. Il se remémore en tout cas de ce fameux match de Séville 1982. On en avait parlé avant cette Coupe du Monde. Ça a marqué nos parents surtout, et nous par procuration, j'ai envie de dire. Écoutez Michel Hidalgo, c'est assez sympa, et on parle de France-Allemagne juste derrière. Vu du vent, on a vu tout de suite le choc de Schumacher sur Battiston, et on était étonnés, on est resté mais pourquoi que l'arbitre ne siffle pas? Il aurait pu siffler et il y aurait eu déjà un penalty, et deuxièmement peut-être l'expulsion du gardien. Donc c'était quelque chose de très important, et notre joueur qui a été obligé de sortir, qu'on a été obligé, et il avait des dents de cassées, et il était plein de sang, et Michel Platini qui le ramenait il était sur la civière, Michel Platini lui tenait la main, je ne sais pas si vous avez vu, il l'a accompagné. Nous on a vu ça comme vous, et après on a su pourquoi. Il avait une main qui tremblait comme ça, et Platini lui tenait. Donc c'était quand même un choc violent, et en même temps qui a déstabilisé un petit peu le match, parce qu'on perdait notre joueur, et eux n'ont pas été sanctionnés du tout sur cet aspect-là. S'il y avait eu penalty et s'il y avait eu la sortie du gardien de but, ça a changé tout le match. La déception des joueurs, c'est une chose, mais la colère des joueurs, la colère contre l'arbitre, la colère contre le manque de sanctions vis-à-vis des joueurs allemands. Et dans les vestiaires, avant le match, j'avais des hommes, j'avais des mecs, j'avais des gars prêts à aller au combat. Et après le match, j'avais des enfants. Ils pleuraient comme des gosses. Et il n'y avait pas moyen de leur remonter le moral. Et il y a eu deux joueurs. 1 heure après, ils étaient encore habillés. On a été obligé de les mettre tout habillés dans le bain parce qu'on avait un avion à prendre. Qui c'était? Non, jamais donné ces 2 noms. Jamais. On me l'a toujours demandé comme vous. Jamais on a donné les 2 noms. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit, tiens, c'est des fillettes ou c'est des, je sais pas quoi, on les aurait rabaissés, alors que c'était tout simplement une tristesse très grande d'avoir été volés. Tout était là pour nous. Les joueurs ont été sanctionnés comme s'ils avaient fait quelque chose de grave, et malheureusement, l'arbitre n'a jamais été sanctionné. Oh là là. Ah, l'Allemagne, nos meilleurs amis, nos meilleurs ennemis, je ne sais pas comment le dire. On va résumer quelques chiffres. Ce France-Allemagne, 4e confrontation entre les deux pays en Coupe du Monde. Bilan équilibré, quoique. Une victoire française, c'était en 1958. Une victoire allemande, bien sûr, en 86, en demi-finale. Et ce qu'on appelle un match nul défaite, bien sûr, le 3-3 après prolongation. Une bonne défaite. C'était en 1982. L'Allemagne au rendez-vous des quarts de finale pour la 8e fois d'affilée depuis 86. Aucune autre équipe ne peut en dire autant. Au total,
La Mannschaft, c'est 13 fois ce stade de compétition pour 10 qualifications, 3 éliminations. Du côté de la France, 6 fois. Les Bleus sont quand même sur une bonne dynamique. 58, 86, 98, 2006. Et les Français, ça sera pour tout à l'heure. Voilà. Les amis, on va accueillir tout de suite l'homme de cet hymne, celui qui a trahi la patrie pour l'Allemagne. Et justement, on va être opposé demain soir. Salut Vincent Magniez. Salut les mecs. Salut Vincent. Comment ça va Vincent? Ça va bien, on est là, on est présent. Alors, tu me disais hors antenne que tu commençais à fêter la victoire là. Je dis ça parce qu'il faut que ça soit un mauvais présage. En fait, j'ai eu des infos en fait qui donnent vraiment de bons sentiments pour demain. Ouais. Alors dis-nous tout, c'est quoi les infos qui donnent un bon sentiment? En fait, simplement les infos pour demain, c'est que il paraît que, donc je vais le prononcer en allemand, parce qu'il y a eu le national. Et tu es allemand désormais. Joachim Löw en fait reviendrait à de bons sentiments et remettrait donc Philippe Lahm dans son couloir droit. Aïe. Alors ça s'annonce pas bon ça. Certainement Eric Durm, donc vrai latéral gauche, le petit jeune de Dortmund qui reprendrait aussi le couloir gauche à la place d'Ovedes. Avec un Mats Hummels revenu de sa petite grippe et puis Mertesacker en fait dans l'axe. Ensuite on aurait donc Schweinsteiger et Khedira milieu défensif avec un Toni Kroos en numéro 10, c'est là où il est le meilleur. Sur la droite. Avec un Chourleux à droite. Ah, c'est ça qui me fait peur. Thomas Müller à gauche et Klose devant, frais comme un gardon. Alors là, c'est fini les gars. C'est ce que j'allais dire. Je disais si Joachim Löw il nous conserve l'équipe qu'il a mise depuis le début du mondial. Je pense que la France aura de grandes chances de passer. Alors Greg, j'ai reconnu ta voix. Ouais. Laisse-moi juste te dire un truc. Même avec cette composition-là d'équipe, avec Vedes et Boateng, c'est ça. S'ils font le même début de match que contre le Portugal, je pense que les Français. Mais s'ils font le même début de match que contre l'Algérie. Laissez finir Vincent, oui, les amis. Non mais d'accord, mais alors dans ces cas-là, il faudra aussi que l'équipe de France ne fasse pas le même début de match que contre le Nigeria. Ouais, non mais voilà, donc il y a plein d'hypothèses différentes, donc on peut prendre les deux hypothèses parce que je pense que de toute façon les deux équipes ne sont pas au maximum de toute façon. Et elles n'ont pas montré, elles n'ont pas. Les Allemands se jaugent au fil des matchs et en fonction de l'adversaire aussi. D'accord, ouais. Mais bon, on peut quand même affirmer qu'au vu de ce que l'Allemagne a montré contre l'Algérie, la France a quand même de l'espoir. On peut pas. Mais là, ça change. Alors, évidemment, sur un quart de finale de Coupe du Monde, un France-Allemagne, et la France, et j'ai jamais dit que c'était une équipe bidon, sur un quart de finale France-Allemagne, bien sûr, pour moi, c'est du 50-50. C'est du 48-52 pour l'Allemagne, on va dire, parce qu'il y a quand même l'expérience des Allemands qui fait. Mais voilà, après, c'est des considérations tactiques. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on me parle du match de l'Algérie. Ouais. Ok, pas de problème. Alors, on me dit Neuer, il a sauvé la baraque. Mais Neuer, il a rien sauvé du tout. Neuer, il a fait comme d'hab. En dehors de sa surface. Neuer joue toujours en dehors de sa surface. Ouais, c'est vrai ça. Regardez le match Chelsea-Bayern de Munich en début de saison, en finale de la Super Coupe d'Europe. Il était au milieu du terrain. Il a toujours joué comme ça. Alors après. Mais Vincent, on peut pas dire que les Allemands étaient au mieux face à l'Algérie. On peut pas le dire ça quand même. Alors je t'explique juste le truc. Même en ne disant pas que Neuer est le sauveur de la nation. Vous parlez en même temps. Joachim Löw qui me sort par les trous de nez, parfois par ses choix. Encore que là, ce qu'il a annoncé sur Das Bild, ça me plaît beaucoup. Mais il me sort par les trous de nez par rapport à son Boateng à droite et son Ovedes à gauche. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, il est quand même pas si con que ça. Il sait très bien qu'Alizovic a vu son équipe. Il sait très bien que son équipe, défensivement, est très lente. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, on va les appâter. Les Algériens vont très vite devant. On va les appâter, on va jouer encore plus haut que d'habitude. Et ça a marché. Les Algériens n'ont joué que sur les ballons longs. Non, je suis désolé, ça n'a pas marché. Non, Vincent, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout parce que les Allemands ont joué 120 minutes, sont pris un but en début de match et ont eu très peur jusqu'à la fin. Un but en début de match. Non, un but refusé pour hors-jeu. Mais ça n'a pas marché du tout. Si ça avait, honnêtement, Vincent. À quel moment les Allemands ont eu peur? Vincent, si la frappe de Goulam au début, c'est dangereux. Vincent, si ça avait marché, Joachim Löw n'aurait pas changé son schéma tactique. Il l'aurait pas fait. Bien sûr, pour le prochain match, il le change. Il était complètement à la rue. Il était à la rue. Et après, il a changé parce que Mustafi s'est blessé. Non, mais Vincent, Mustafi s'est blessé. Non, mais pour le prochain match, France-Allemagne, il le change son schéma tactique. Justement, moi, Vincent, j'ai une question vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la blessure de Mustafi et de Lahm en numéro 6. Est-ce que toi, tu penses que Lahm aurait exigé de jouer en numéro 6? Parce que moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre qu'on conserve, parce que tous les observateurs, tout le monde du football voit que l'Allemagne est moins bonne quand Lahm joue en 6 et elle est 10 fois meilleure quand Lahm joue arrière droit. Est-ce que tu penses que Lahm aurait exigé de jouer en 6? Parce qu'apparemment il l'a fait avec Guardiola.
Jamais. En fait, c'est Guardiola qui en a parlé en début de saison à Philippe Lam. Philippe Lam, à la base, c'est un milieu de terrain qui a été mis défensivement à l'époque. À l'époque, c'était Félix Magath, je crois, qui l'avait remis latéral droit. Juste derrière, en fait, quand Lizarazu et Sagnon ont arrêté leur carrière, en fait, ils l'ont remis latéral droit. À la base, c'est un latéral gauche même, je crois, au début. Philippe Lam. Ouais. Mais moi, je pense que Philippe Lam n'a jamais exigé jouer milieu de terrain. En fait, il en a beaucoup parlé avec Guardiola. Guardiola a dit voilà, un truc, on va te mettre milieu de terrain parce que. Et Guardiola l'a dit, Philippe Lam, c'est le joueur le plus intelligent que j'ai eu à entraîner dans ma carrière. Oui, ça, sauf que effectivement, Guardiola, quand il arrive après Heynckes, qu'est-ce qui peut changer au Bayern? Il s'est dit, je vais arriver. Si je refais exactement la même formation que Heynckes, on va me dire, tu viens, t'as la même équipe. Donc, du coup, il essaye de changer quelque chose. Et il se dit, Philippe Lam, comme il est super intelligent, je vais le mettre en 6 avec une révolution. Mais Joachim Löw, il le voit dans son équipe que c'est moins bon. Mais bien sûr, mais en fait, Joachim Löw, en fait, le problème, c'est que il s'entête. Bon, alors, apparemment, aujourd'hui, il déciderait de remettre Philippe Lam à droite parce que, voilà, ça sera. La pression populaire aussi, hein. Non, et puis l'opposition est beaucoup plus forte aussi, il faut le dire aussi. C'est qui reviennent bien. Moi, ce qui m'a marqué dans ces matchs de l'Allemagne, c'est que les deux seules équipes, le Ghana et l'Algérie, qui ont tenté leur chance face aux Allemands, les ont mis en difficulté. On a eu un match très particulier face au Portugal avec une expulsion de Pépé en début de match. Après, il y avait 2-0 déjà. Il y avait 2-0 déjà, certes, mais après on a eu la blessure aussi du latéral Coentrao, du latéral portugais. Le match face aux Américains également, qui était un match qui comptait un petit peu pour du beurre face aux Allemands. Mais les deux seuls matchs où les Allemands ont eu une opposition avec des joueurs qui en phase 2 ont tenté quelque chose, ça a été uniquement le Ghana et l'Algérie. Dans ces deux matchs-là, les Allemands ont eu beaucoup de mal. Vincent, est-ce que tu as un petit peu... ont eu beaucoup de mal, je pense que le mot est un peu fort. Contre le Ghana, c'est pas du tout le match de... C'est pas du tout le match pour les Allemands. Ils ont une balle de 3-1, Vincent. Avec un goal average de plus 4, ça leur donne déjà un point de plus, quasiment. Oui, mais ils ont failli le perdre, ce match, on est d'accord. Ils ont pas été flamboyants. Ils ont pas été flamboyants, ils ont maîtrisé. Sur ce match-là, non, ils ont pas maîtrisé. T'as plus de 25 tirs allemands quand même dans le match. Hein. Et ils ont maîtrisé, il y a une balle de 3-1, les Ghanéens. Je pense pas que les Allemands ont maîtrisé. Pardon, excuse-moi, je pensais. Non, mais ça, c'est toujours pareil. On nous parle que de la balle de 3-1. Est-ce qu'on peut nous parler de la balle de 1-0, 2-0, 3-0 avant tous ces buts-là? Non mais toi elle t'intéresse parce que tu es supporter de l'Allemagne. On peut pas dire. Vincent, si les Allemands avaient maîtrisé ce match, ils les auraient mis cette balle de 1-0, 2-0, 3-0. Ils les auraient mis. Mais dans ces cas-là, le Ghana n'a pas mis autant en difficulté les Allemands que ça, parce que sinon il aurait mis la balle de 3-1. Les Allemands n'étaient pas si bien que ça. Non mais de toute façon l'Allemagne n'a pas maîtrisé non plus contre l'Algérie, ça c'est un fait. Non mais les mecs, contre l'Algérie, quand on Mbodji, là, Reis Mbodji, il a changé 4 fois de paire de gants dans le match. Tu penses qu'elles étaient aimantées ces paires de gants? 26 frappes à 6, l'autre il fait 9 arrêts, Mbodji. Non, mais bien sûr. À aucun moment il a un arrêt effectué, il a joué qu'en dehors de sa surface. Donc vous pensez que c'était vraiment dangereux l'Algérie? Est-ce que non, s'il n'était pas sorti de sa surface, c'est pareil. Les Algériens se seront créés des occasions. Vincent, qu'est-ce qu'en pensent les médias allemands? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils pensent déjà de la Mannschaft en première question. Ils sont pas contents. Et qu'est-ce qu'ils pensent de l'équipe de France cette semaine? Ah non, mais de toute façon, avant le mondial déjà, Joachim Löw, c'est quelqu'un qui, en fait, en 2006, quand il a repris la place de Klinsmann juste derrière, tout le monde a pensé que c'était le génie. Les médias allemands étaient super contents d'avoir Joachim Löw parce que effectivement c'était l'associé de Klinsmann, c'était Monsieur Tactique et compagnie. Sauf que il y a l'image de loser un peu maintenant. En 2008, on lui a pardonné la finale perdue contre l'Espagne. En 2010, on lui a à peu près pardonné la demi-finale contre l'Espagne, mais déjà il y avait une grosse erreur tactique de faire jouer Trossowski qui revenait de blessure, qui n'avait pas joué pendant 5 mois à la place de Toni Kroos qui était en pleine bourre et qui pouvait jouer sur un côté. En 2012, alors là c'était l'apothéose. En fait, les erreurs que le sélectionneur a fait, c'était de pas refaire jouer la même équipe qui avait gagné contre la Grèce en quart de finale. Il s'est chié dessus, donc il a refait jouer une équipe avec qui il avait l'habitude de jouer, au final pour perdre 2-1. Bon, alors après, c'est vrai que contre l'Italie en 2012, les Allemands, au bout de 10 minutes, il peut y avoir 3-0, 2 ou 3-0 pour l'Allemagne, mais bon, le problème c'est qu'ils marquent pas. Derrière, ils prennent 2 contre, ils perdent 2-0. Alors, la question justement, en 2014, les amis, t'as pas répondu à mes questions. T'as pas répondu en 2014. Là, en ce moment. En fait, les médias allemands, en ce moment, sont très, très, très mécontents de la sélection allemande. Mais quand on s'appelle l'Allemagne et quand on produit... en fait, le problème, c'est que avec la génération que le sélectionneur a dans les mains, si on lui met un Jürgen Klopp ou un Jupp Heynckes à la tête, c'est un festival.
Justement, c'est la question, c'est l'ouverture, la prochaine ouverture que je voulais vous proposer, les amis. Bicente Lizarazu a parlé cette semaine à RTL, il a toujours une petite chronique. Je vous propose de l'écouter, écoutez bien ce qu'il va dire, Bicente Lizarazu, et il va se poser la question justement, est-ce que l'Allemagne a toujours la gagne en elle? Reste avec nous Vincent, écoute bien, on en parle et on réagit juste après. Je connais très bien cette équipe allemande, j'ai évidemment joué pendant 9 ans en Allemagne et je connais en particulier certains internationaux actuels comme Philipp Lahm ou Bastian Schweinsteiger avec qui j'ai joué au Bayern de Munich. Cette équipe d'Allemagne qui finit toujours dans le dernier carré depuis 2006, que ce soit pour un championnat d'Europe ou pour une Coupe du Monde, mais elle n'arrive pas à conclure, elle n'arrive pas à gagner de titres majeurs et c'est ce qui fait la grande différence peut-être avec les anciennes générations qui avaient cette culture de la gagne. Peut-être que l'Allemagne d'aujourd'hui a perdu cette culture-là. En tout cas, ils ont encore la possibilité sur cette Coupe du Monde de ramener un titre majeur et pour cette génération talentueuse, c'est devenu quasiment indispensable. Il y a une grosse pression aujourd'hui en Allemagne. L'équipe d'Allemagne est critiquée pour ses débuts en Coupe du Monde et pourtant elle avait fait un très bon premier match face au Portugal. Mais c'est vrai que face à l'Algérie, elle est complètement passée au travers, en particulier en défense avec Manuel Neuer qui a été obligé de colmater toutes les brèches, de jouer dans un rôle de libéraux qui était complètement anormal parce que ces défenseurs sont passés complètement au travers et c'est là-dessus que l'équipe de France va devoir forcer le trait. Il faut absolument que notre attaque soit à nouveau séduisante pour mettre en difficulté la défense allemande. Bon, la fin du message, bien sûr, on l'a entendu. Avec les informations que tu nous as données, Vincent, il ne faudra pas jouer comme face à l'Algérie. Juste Vincent, est-ce que justement toi, est-ce que tu penses que l'Allemagne, c'est encore cette équipe comme Gary Lineker le disait, le football ça se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne? À l'époque, on disait que l'Allemagne c'était un rouleau compresseur, c'était un Panzer. Et comme dit Jean-Charles Sabatier, et là je me permets de reprendre une de ses phrases, Jean-Charles Sabatier a dit l'Allemagne c'est toujours un Panzer. Mais au bout du canon, ils ont mis une fleur. Ils ont mis une fleur parce que c'est toujours une équipe qui va rouler sur son adversaire. Contre l'Algérie, c'est 78% de possession de balle avec 26 frappes. Mais elle est plus aussi conquérante qu'avant. C'est-à-dire qu'il leur manque des joueurs comme Matthäus, comme Rummenigge, des joueurs comme Rubricht, des joueurs de caractère. L'Allemagne a toujours du caractère, mais peu. Après, pour moi, l'argument du fait qu'ils n'ont rien gagné, tout ça, pour moi, il est faux aujourd'hui dans la mesure où... Ils étaient jeunes avant, c'est ça que tu veux dire? Non, ils étaient jeunes avant et surtout c'est que le Bayern a remporté la Ligue des Champions l'année dernière et 70% de l'effectif de la Mannschaft est composé des joueurs du Bayern. Ouais, mais attends, une finale sur combien sur ces dernières années? Ils l'ont gagné cette finale, donc ils savent ce que c'est gagner. C'est plus comme ça, ils savent ce que ça veut dire victoire maintenant. Et donc je pense que cet argument est terminé pour moi. Cet argument depuis la victoire du Bayern. Depuis la victoire du Bayern, ouais. Mais attends, Vincent, tout à l'heure dans ta compose, tu nous as bien dit qu'Ozil n'était pas titulaire, c'est ça? Voilà, donc je vous laisse un petit peu imaginer pour faire demain qu'il va y avoir encore demain. mais c'est qui juste par contre qui remplace? C'est Götze qui est toujours titulaire? Non, Götze remplaçant aussi. C'est Schürrle, alors c'est qui l'animation fausse? Schürrle d'un côté, Müller de l'autre. Ouais. Au milieu. C'est là son meilleur. Ah oui, ouais. Et Klose devant. Et en Allemagne, c'est ce qui me fait peur. Et en Allemagne, le cas Ozil, on en dit quoi? Cette compo, c'est pas certifié à 100%. Justement, les journaux donc disaient que effectivement sur la dernière séance tactique, c'est ce qu'ils avaient pu voir. Donc moi, ça me fait saliver parce que cette compo-là, moi, ça me fait peur. On revient au 4-2-3-1. Que les Allemands ont inventé d'ailleurs, le 4-2-3-1, c'est bien allemand. Je vous dis, c'est pas les Français qui l'ont inventé. C'est les Allemands qui l'ont inventé. Qui est-ce qui l'a inventé le 4-2-3-1? C'était Klinsmann à l'époque. C'est Klinsmann à l'époque. Klinsmann avec Joachim Löw. Et du coup, en 2006. Ça marchait du feu de Dieu. Ça marchait du feu de Dieu. Jupp Heynckes l'a aussi instauré avec le Bayern. Ça marchait, mais du tonnerre. Et puis le problème, c'est que le sélectionneur allemand a pris un petit peu exemple sur Guardiola. Et on s'aperçoit que, effectivement, je vous dis pas qu'aujourd'hui l'Allemagne sera championne du monde à coup sûr, parce que demain il y a un obstacle à franchir. Mais on s'aperçoit surtout que la position de balle, le Barça, le Bayern et le Bayern de cette année Guardiola, c'est fini. Il faut revenir à un jeu beaucoup plus direct comme l'avaient les Allemands à une époque. Vincent, est-ce que dans la presse allemande et même l'Allemagne, est-ce que l'image de l'équipe de France a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui elle fait plus peur qu'elle pouvait faire, qu'elle le faisait avant? Alors ça justement c'est marrant parce que je lis un peu les journaux allemands et surtout je lis beaucoup les journaux français. Alors c'est marrant parce que ici en France quand je lis les commentaires des
des supporters et des pseudo-supporters. On nous dit que les Allemands sont arrogants, on nous dit que les Allemands sont prétentieux, on nous dit que les Allemands sont sûrs d'eux. En Allemagne, comme je te disais tout à l'heure, Greg, en fait, la presse allemande critique beaucoup la sélection, critique beaucoup le sélectionneur. Et avant le mondial, déjà, on lui disait en titre, Joachim Löw, si t'es pas champion du monde, casse-toi. Donc bon, voilà, on lui a dit, parce qu'avec sa nouvelle... Enfin, on lui a dit, pas moi, je suis pas habile. Tu l'as pensé. Mais je l'ai pensé. Même avant, tu l'as pensé, toi, je pense. Parce qu'effectivement, en 2008, je peux lui pardonner. 2010, à moitié. 2012, je peux plus. 2014, ça sera insupportable. Donc voilà, on pense effectivement dans les journaux allemands qu'avec cette génération, et encore, il y a plein de joueurs que vous n'avez pas encore vus, comme Julian Draxler. Julian Draxler, je me demande pourquoi il n'a pas encore joué quelques minutes, ne serait-ce dans le match, dans un match comme l'Algérie. Quand il sort à la mi-temps, Götze, je me suis dit bon, Götze, il va sortir parce qu'il est complètement à la rue, mais il faudrait sortir Ozil aussi, faire rentrer Schürrle et Draxler. Bon. Comme quoi les Allemands n'étaient pas si bien que ça face à l'Algérie. Non mais t'as pas autant de changements. Est-ce que la France, depuis le début, Götze et oui, ils sont à la rue depuis le début de la compétition. Ouais. Mondial, et ça, je l'ai dit déjà jeudi dernier. Et non mais est-ce que la France a un statut qui a évolué en Allemagne? Oui, ils sont plus respectés, je pense. Ils ont, si tu veux, un statut qui a évolué par le fait que voilà, ils sont en quart de finale, qu'ils ont réussi un match plein contre la Suisse. Après, je dirais qu'il faut pas s'enflammer non plus. Hein. En face, ils ont eu l'Honduras, ils ont eu l'Équateur, ils ont eu le Nigeria. Quand on nous parle de l'Allemagne qui a eu du mal contre l'Algérie, c'est vrai, ils sont allés au prolongation. La France a eu du mal contre le Nigeria aussi, je suis d'accord. Sur les 4 matchs de Coupe du Monde, il faut quand même savoir que sur les 4 matchs, il y a eu au moins 2 erreurs d'arbitrage en leur faveur. Oh, on peut pas résumer le foot à ça. C'est la parade d'Eddie Amari. Les amis, on va accueillir tout de suite un auditeur assez particulier. Il présente le journal du midi, il écoute l'édition spéciale Coupe du Monde et il voulait réagir. Théo nous a appelé au 01 34 12 22. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous pouvez appeler, chers auditeurs, ou nous envoyer vos messages idfm98.fr et le 01 34 12 12 22. Salut Théo. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Comment ça va? Bah ça va très bien, écoutez. Mais alors, ton avis, toi, sur ce France-Allemagne qui se profile pour demain soir, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Vincent Magnès, notre ami qui est toujours en ligne d'ailleurs avec nous, notre spécialiste de l'Allemagne, lui voit l'Allemagne passer, en tout cas c'est bien normal, nous on aimerait bien voir la France. Quel est ton avis, toi? Bah j'y crois, j'ai envie d'y croire en tout cas. Mais c'est vrai que vu la composition, s'il n'y a plus Ozil, si on remet Götze à sa place, si on remet pas Götze mais si on change Kroos, de numéro, si on met Reus, ça va. Non mais Reus il sera pas là, il est blessé. Ouais. Il est incollable, Vincent, je t'avais dit Théo, fais gaffe. Hein. Mais c'est vrai que Ozil n'était pas rassurant du tout et si ça change. Ça peut faire très mal pour la défense française, ouais. Où est-ce que tu les vois, les faiblesses de la France, toi, par exemple? Je les vois, j'ai peur du milieu de terrain, quoi. J'ai peur, même si on est fort, j'ai peur qu'on se fasse prendre en technique. Moi, et voilà, et j'attends surtout un duel qui va me faire beaucoup plaisir à regarder, c'est le duel des gardiens. Parce que Lloris et Neuer, c'est les deux seuls gars. Oh là, tu vas faire bondir Vincent là. Tu vas faire bondir Vincent là. Alors c'est bien jusqu'à maintenant, mais pour me dire que Lloris et Neuer sont les deux seuls. Lloris, pour moi, c'est un gardien qui est complètement surcoté. Et on l'a encore vu contre le Nigeria, il a dû sortir 2 fois sur 2 ballons aériens. C'est vraiment pas rassurant. Et sur ce mondial, on dit que c'est le mondial des gardiens. Il y a beaucoup de gardiens qui ont fait des bien plus belles prestations que Lloris. Mais pour revenir un petit peu sur les duels de la rencontre qu'il faut suivre et qu'il faudra surveiller, moi celui qui me fait très peur. Je vais te suivre, je sais lequel tu vas dire. C'est Schürrle Evra. Bravo, parce que Schürrle a fait une très très forte entrée et je pense que c'est lui qui a boosté l'Allemagne contre l'Algérie. Il a été très très bon. Greg, les Parisiens pourront te le dire. Ça va très très mal. Mais surtout, c'est que Patrice Evra a été nul, mais nul de chez nul. C'était le boulevard périphérique de son côté. Il était à 4 mètres, les bras sur le côté. Enfin, il était très très mauvais. Il n'a pas été aidé sur son couloir gauche. Il n'a pas été, mais il a été très très mauvais aussi. Il a été mauvais. Je pense que ça peut être le duel décisif du match. Et si Schürrle, dès le début du match, met la misère à Evra, je pense que ça peut être très très dur pour l'équipe de France. Il y a un autre gros duel qu'il va falloir observer. Et c'est ce qui pourrait coûter justement la défaite à Didier Deschamps. Et pourtant, on ne parlera là que d'un seul joueur, c'est de remettre Sakho. Sakho, je ne sais pas ce que Deschamps a fait avec lui. Et en fait, il a fait un taulier du vestiaire, on peut dire ça. Les 2 buts qu'il a marqués contre l'Ukraine lui ont donné une légitimité auprès de Didier Deschamps. Alors que, en fait, Sakho, sur un match comme ça, s'il est au duel avec Müller, c'est impossible. Müller un peu plus dans l'axe. Si Müller se positionne dans l'axe,
Ça va être un régal pour Müller. Sacco, il aime les duels. Müller les fuit, les duels. Et Sacco va passer son match à le chercher. Müller impliqué dans 14 des 25 derniers buts de l'Allemagne en Coupe du Monde. C'est clairement le génie. C'est clairement le génie de cette équipe d'Allemagne. Impliqué dans 2 des 3 derniers buts allemands contre les Bleus. Un but et une passe décisive face aux Bleus. C'est clairement l'homme à surveiller du côté de l'Allemagne. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Même contre l'Algérie, où je confirme l'équipe d'Allemagne n'était pas au top. On ferme ce débat par contre. C'est le seul. Lui, tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, que ce soit un appel, que ce soit une déviation, que ce soit un crochet, que ce soit la glissade travaillée à l'entraînement, et que ce soit au niveau défensif aussi. Et que ce soit, oui, surtout si il joue sur un côté, il sera amené à revenir un petit peu, je pense. Tout ce qu'il fait, il est bon. Pour moi, c'est le meilleur joueur du tournoi pour le moment. C'est le joueur pour moi le plus intelligent du tournoi. Dans ses déplacements, dans son jeu. Et pourtant, quand on croise dans la rue, on n'a pas l'impression que ce soit un joueur de... Ah non. Mais oui, mais quand tu le vois avec, il a même pas de protège tibia. Ouais. Tu le vois, il a pas de dégaine, mais c'est le meilleur. Donc il faudra faire attention. C'est un Allemand quoi, un très grand joueur allemand. Vincent. Après, à l'inverse, je pense que les duels à surveiller. Après, Vincent nous a un petit peu modifié la composition de l'Allemagne. Je pense que c'est le bon choix du côté des Allemands. Mais si Didier Deschamps sélectionne Griezmann sur le côté gauche, je pense que si mais de retour, je pense que effectivement ce sera plus dur pour Griezmann. Si c'est Boateng, je pense que Griezmann peut se régaler face à Boateng. Alors attention Boateng. Pour moi, Boateng c'est une quiche une fois sur deux. Parce que Ronaldo pourra vous en parler. Et avec le Real Madrid et avec la sélection, Boateng l'a pris 2 fois ou 3 fois. C'était injouable. Mais c'est le problème de Boateng, c'est qu'on sait jamais. Des fois, c'est un joueur qui ressemble à un joueur de PH. Et des fois, on a l'impression que c'est un joueur de classe mondiale. Exactement comme Mamadou Sakho. Voilà, exactement. Ah, vous êtes tombés d'accord, les amis. Ça, c'est nickel. Avant le France-Allemagne. Bon, Vincent. Non, mais Lindel, il est proche de chez nous. C'est un bel. C'est pas faux, c'est pas faux. Vincent, dans quelles conditions tu regardes demain le match? C'est réservé exclusivement aux Allemands? Comment ça se passe? À combien de grammes? alors, le match est réservé exclusivement à moi. Parce que je ne supporte aucun commentaire à côté. Ouais. Surtout que, bon, effectivement, moi qui suis plutôt allemand, dans toutes mes relations, j'ai plutôt des gens qui seraient plus français, donc j'ai pas envie de les voir pleurer à côté de moi. Et dernière question, est-ce que tu sais si Hummels sera à 100% ou pas? On sait qu'il sera. Hummels c'est très proche du 100%. Et quand on dit en Allemagne très proche du 100%, ça veut dire 120% déjà. C'est pas comme en France, c'est ça? C'est plutôt dessus qu'en dessous. Merci beaucoup. Et Hummels c'est le vrai taulier. Et alors donne-moi un score là pour demain. T'annonces combien? Mais moi dans mes pronos en fait j'ai mis 3-1 pour l'Allemagne. Ah. J'ai mis 3-1 pour l'Allemagne. Après j'ai toujours un doute effectivement concernant ça. Après c'est facile, c'est le jeu qui est facile. C'est de dire j'ai toujours le doute parce qu'il y a Dédé la chance d'une. La chance. Et de deux, Dédé la chance ne va pas sans arbitrage favorable. Oh, c'est pas beau. Oh là, Vincent, c'est pas beau ce que tu viens de faire. Vraiment, alors juste, parce que j'ai entendu Greg qui a dit c'est pas beau. Greg, non, c'est pas moi en plus, c'est Manu. C'est pas moi qui ai dit ça. Regarde. C'est Manu qui a dit c'est pas beau. Alors Manu en plus, c'est pas beau parce que tu m'as dit par SMS. Non, c'est vrai, j'ai dit que on avait eu un peu de chance sur l'arbitrage. Je pense à Matuidi, je pense à Sakho, je pense. Par contre, je voulais juste revenir, Greg, sur l'Allemagne-Algérie. Ouais. Juste, alors une phrase, je pense. Que vous n'aurez lu nulle part, ni même entendu, parce que c'est une phrase que j'ai rêvé. J'ai rêvé après le match d'Allemagne-Algérie. En fait, j'étais dans mes doux rêves, quart de finale contre la France. Apparemment, les Français, ils attendent leur revanche de 82, mais ça c'est des conneries. Il y en avait eu une en 86, ils ont perdu 2-0. Non, t'es pas né, Vincent. Ouais, ça c'est des conneries. Ça. On va redonner une nouvelle chance encore aux Français. Mais dans mes rêves, j'ai entendu cette phrase. On m'a dit, putain, mais les Allemands, ils ont eu chaud quand même contre l'Algérie. Hein. Et là, je leur réponds dans mon rêve. Les Algériens ont joué le match de leur vie. Les Allemands l'ont gagné. C'est beau. Ça, c'est pas mal. J'ai une petite dernière question. Faites vite, les amis, les 22h01 déjà. Pour Vincent, le contexte, le fait que l'Allemagne a une demi-heure en plus dans les jambes que les Français, qu'est-ce que ça te donne comme espoir là-dessus? Alors, effectivement, il y a une demi-heure de plus. Parce que on sait très bien qu'une prolongation, ça peut compter. Surtout dans le sens où les Algériens à la 70e minute, vous avez tous des crampes. Et quand on voit Thomas Müller à la 120e minute courir encore dans son camp pour défendre, je me dis que 4 jours et demi pour récupérer, quand on ne fait que ça de ces journées, on peut les récupérer. C'est vrai que ça peut jouer. Mais maintenant, surtout que si le match est serré et qu'il y a une deuxième prolongation, ça peut être difficile pour l'Allemagne s'il y a une deuxième prolongation. Ça peut être difficile pour l'Allemagne, effectivement. Et encore une fois, moi je pense, et je vous le dirai toujours, quoi qu'il arrive, je vous dirai toujours que potentiellement,
intrinsèquement, l'Allemagne est plus forte. Et encore une fois, l'Allemagne a été l'équipe la plus touchée du mondial par les blessures. Et par les maladies, ils sont 7 à être malades, Vincent. On n'a pas parlé de ça. C'est des conneries, ça, je pense. C'est des conneries des journaux, ça. Non, c'est pas des conneries, il est blessé, les mecs. Les malades. Les 7 malades. Les 7 malades, c'est des conneries. Ah, d'accord. Non, moi je vous dis 7 joueurs touchés par les blessures. Ah oui, avant, ouais. Ok. Non, les 7 grippés, c'est. Ou alors Sourleux, il fait pas partie de cette grippée parce qu'il a dit qu'il voulait démarrer. Ouais. Donc voilà. Mais non. Après, effectivement. On va parler des grippés, ça c'est voilà voilà, ça c'est le lot de toutes les équipes, ça. Hein. Comme les Français qui le disent, Debuchy, il est touché au psoas. Les Allemands, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils craignent Debuchy? Non, mais on verra demain, Vincent. On verra demain. Mais bien sûr, mais moi je redis encore une fois, c'est un quart de finale. De toute façon, oui, bien sûr. Pas 120 minutes dans les jambes, pour moi c'est du 50-50. Un quart de finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et on aura l'occasion d'en reparler, mon cher Vincent, la semaine prochaine. Tu reviens Vincent, par téléphone. Les Bleus. Allez, les Bleus quand même. Je reviens, Manu, si on gagne seulement. Ah, si, ok. L'équipe de France, tu veux dire? Je reviens avec plaisir, mais là, ce coup-ci, je serai là avec vous les 2 heures. Oh, c'est super. Merci beaucoup, Vincent. Et écoute, on t'attend. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bon match. On aura l'occasion, bien sûr, d'échanger par texto avec l'ami Vincent Magniez qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Théo, t'as quelque chose à rajouter sur ce France-Allemagne? Eh ben écoutez, allez la France, que dire de plus? Demain. Bonne conclusion. Bravo, t'as eu le mot de la fin, Théo. On te retrouve demain pour le journal, c'est ça? Bien sûr, 12h15, 13h, c'est toujours les mêmes horaires. Ça n'a pas bougé, c'est nickel. Bon journal en tout cas, merci d'avoir réagi, nous avoir appelé, Théo. On vous retrouve bien sûr demain pour le journal, je vous le disais. On va quand même écouter l'avis un petit peu des Allemands, on les a pas beaucoup entendus. Schürrle et Neuer qui est en conférence de presse justement cette semaine. On les écoute et puis on réagit très rapidement. Des critiques, il y en a toujours quand on joue moins bien, mais on a franchi l'étape et c'est la seule chose qui compte. Je crois que les supporters aussi préfèrent qu'on joue moins bien et qu'on aille plus loin plutôt qu'on joue bien et qu'on soit éliminé. Donc oui, c'est normal et ce n'est pas vraiment un sujet important. Nous ne sommes pas 100% satisfaits de notre façon de jouer, mais comme à chaque match, nous avons quitté le terrain en ayant mérité d'avoir gagné. Certaines choses n'ont pas fonctionné, notre façon de jouer n'a pas toujours été parfaite, mais pourtant, à la fin, c'est nous qui avons mérité de gagner ce match. C'est ça qui compte. J'espère que nous pourrons nous améliorer dans notre façon de jouer, mais à la fin, c'est la victoire qui compte. C'est le b.a.-ba. La victoire qui compte à la fin, ça vient confirmer peut-être que l'esprit allemand est de retour sur cette Coupe du Monde 2014. En tout cas, on attendra de voir ce que ça va donner demain soir. Rendez-vous à 18h, tout simplement. Les amis, je voulais vous faire écouter une petite chose avant de marquer une petite pause. Écoutez ça, on a souvent critiqué Karim Benzema de ne pas chanter la Marseillaise. Et bien en tout cas, il y en a un qui la chante bien, c'est Luis Fernandez. C'était sur BFM juste après la victoire contre le Nigeria. Écoutez. Venir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorgés. C'est bon? Aux armes! C'est pas mal. Il chante en canon en plus. Ouais, je suis content. C'était enregistré au fin fond d'un bar, ça. Non, c'était sur BFM, sur le plateau de BFM, et il y avait en même temps un duplex à Paris dans un bar, en effet, mon cher Eddy. Voilà, c'était très sympa cette petite chanson entre Luis Fernandez et notamment Greg Coupé. On va marquer une pause, on est à la bourre de 5 minutes, c'est pas grave, on clôt cet épisode équipe de France. On va bien sûr parler du reste du mondial, les surprises, le bilan africain avec Philippe Doucet, notre invité en deuxième partie, et puis bien sûr les autres quarts de finale, Brésil-Colombie, Pays-Bas-Costa Rica, Argentine-Belgique, et puis bien sûr le clash des collègues. Attention, rappelez-vous la question, est-ce que la France peut-elle devenir championne du monde? Eh bien, si vous êtes collègue, que vous n'arrivez pas à vous entendre sur cette question, appelez-nous 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. On va se quitter rapidement pour 6 minutes de pause très exactement avec une chanson. Un peu d'argent. Je quand sais même. que oui, voilà, parce qu'en fait nous on n'a pas de pub en fait. Voilà, c'est quand on passe des chansons, on prend des royalties en fait sur ce qui se passe. Voilà, et notamment on va passer une chanson, celle de Big Ben. Je sais pas si vous avez entendu parler du morceau BBC. Je crois que je vous l'ai envoyé. J'aimerais bien que ça soit le tube de l'été. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Je sais. Eddie Amari m'a dit mes oreilles ont souffert une fois que j'ai écouté. C'est ce que Benzema écoute en ce moment. Exactement. C'est pour ça que je veux vous faire écouter. Benzema écoute cette chanson. C'est
son rituel. Il écoute cette chanson, il lit quelques sourates et il rentre sur le terrain. C'est véridique. Non, c'est pas. J'invente rien. Je te jure, il l'a dit. Il l'a dit sur son compte Instagram et il l'avait dit dans le reportage notamment. De la FFF. De la FFF. Exactement. Il arrive à écouter cette musique-là en boucle. Voilà. Avant de passer à une épreuve un petit peu plus, intellectuelle, qu'on va dire. On écoute tout de suite la chanson de Karim Benzema. C'est Big Ben qui l'a écrit pour lui. BBC. Vous reconnaîtrez bien sûr Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Buscó el apoyo de Cristiano, taconazo de Cristiano, golpeó Mati, la bola quedó muerta y Karim, Messi Benzema. Équipe PPC, on va les benzer, on va les benzer, c'est rappé, c'est pour la vie, c'est comme le vélo. Amy, je suis pas ta vie, non, je suis pas ton pélo. Surtout surveille ta fille, elle filera au télo. Baisse le front, t'es sur ta vie, même si tu charges le zélo. Un silencieux pour t'accueillir, mec, manque pas de Pérez. J'attaque comme le Real, Florentino Pérez. Si t'es prêt à baisser le froc, Miss ramène tes VS. DJ ça détend la prod, gros, y'a pas de stress. J'arrive pas excité, je repars avec le barreau. Un jour c'est toi, un jour c'est moi, derrière les barreaux. Quand je vous écoute, je vois aucun MC, je vois que des blagueurs. J'ai pas besoin de 50 personnes, mon équipe c'est mes backers. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. KB numéro 9, je m'approche de la Jeca. Pour le moment j'ai rien, bientôt je balance du chocolat. Vends les schmitts du quecra, moi je vends juste du quecra. Des caméras un peu partout, pour ça que mes roses sont maigres. Ma big Zer, plus grande qu'un anaconda. T'as pas écouté le Ronda, t'as volé des Honda. 11, 7, 9, c'est ça du trio. En direct des UC, c'est le bordel comme à Rio. Les MC me laissent tranquille, j'ai pas le temps pour vos chichis. On nique les keufs, nique les meufs, demande aux potes aux chichis. Comme Karim Benzema, je vais percer les filets. À force de faire du sale, j'ai dû laver mon stylet. Biggie Ben, celle-là c'est pour mes aînés. Je suis à 2 doigts de niquer vos mères, ça sert à rien de me freiner. Hypothèse dans la tête, à part Son Goku. Si le savoir serait une arme, négro, j'en aurais beaucoup. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CR7, Karim Benzema. Sont retardés mental, pour ça que je leur fais un schéma.
Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Le Buena Vista Social Club dans l'édition spéciale Coupe du Monde Chan Chan. Voilà, je sais pas si c'est la bonne. Ton BBC là. Ouais, mais fallait faire écouter justement pour faire comprendre un petit peu aux gens comment Karim Benzema se préparait. Le buteur de demain. Le Alain décisif. Delon. Le Alain Delon de l'équipe de France. Non, il n'y a qu'un seul Alain Delon, un seul Karim Benzema. C'est qu'a dit Alain Delon à Karim Benzema. Les amis, il est 22h14. On est toujours bien sûr sur IDFM 98 FM dans l'édition spéciale Coupe du Monde, comme chaque semaine, comme chaque jeudi à partir de 21h. On va un petit peu ouvrir les débats en parlant notamment du bilan africain. Dans quelques instants, on va accueillir Philippe Doucet par téléphone. Philippe Doucet, vous le connaissez, la palette à Doudouce, ce journaliste historique bien sûr de Canal+, et surtout, on le sait moins, un grand spécialiste du football africain, Greg. Bien sûr, grand spécialiste du football africain. Il a fait des CAN depuis 1990. Je pense au moins, il a suivi toutes les CAN. Donc forcément, on aura un œil avisé sur... alors on va dire relative déception ou pas. Alors justement, on va poser la question. Le bilan africain de cette Coupe du Monde, le bilan il est très simple. C'est l'Algérie et le Nigeria qualifiés pour les huitièmes de finale, malheureusement éliminés. Une première dans l'histoire du football africain. Une première dans l'histoire du football africain. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a quelques équipes qui nous ont un petit peu déçus, notamment la Côte d'Ivoire et surtout le Cameroun. Mes amis, j'attends vos réactions là-dessus. Et la Côte d'Ivoire, c'est habituel. C'est à chaque fois comme ça. C'est différent parce que la Côte d'Ivoire, ils étaient vraiment tombés dans la poule de la mort en 2006 et en 2010, alors que là, ils avaient leur chance. Mais comme quoi aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire poule de la mort, puisque Costa Rica se balade sans problème. Le truc, c'est que tu vois, j'ai envie de te dire que le visage de l'Algérie contre l'Allemagne a un petit peu égayé le bilan de l'Afrique, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai envie parce que au final, quand tu vois ce qui s'est passé, le Cameroun, il devait pas sortir dans le pool. La poule était vraiment dure, mais la Côte d'Ivoire aurait pu sortir sa poule, le Ghana aurait pu sortir sa poule. Toi, Greg, tu dis que l'Algérie a un petit peu égayé le football africain. Moi, je pense que surtout l'Algérie a été cet arbre qui cache la forêt. On a eu le Cameroun dont tu parlais, le Cameroun qui s'en est sorti avec un problème de prime. L'image du mondial, ça a été ces deux joueurs qui se battent sur le terrain. Après, on a eu le Ghana avec Boateng et Muntari qui se disputent, qui se bagarrent avec leur entraîneur et encore des problèmes de prime. On a eu le Nigeria qui a encore un problème de prime avant son huitième de finale de Coupe du Monde. Après, on a la Côte d'Ivoire qui a des problèmes et des clans dans le vestiaire. Le foot africain, malheureusement, le problème, c'est qu'en termes d'évolution, on est en 2014. Et le football africain souffre toujours des mêmes maux. Et tous les 4 ans et tous les 2 ans pendant la CAN, c'est toujours les mêmes problèmes. Le football africain n'a toujours pas fait sa révolution mentale. Le problème, c'est que le Cameroun est en quart de finale en 90. C'est qu'aujourd'hui, on est en 2014 et que tu n'as aucun pays africain qui est en quart de finale. Donc, cette évolution, elle n'a pas eu lieu. C'est ce qu'on attendait. Enfin, le bilan, quand tu regardes simplement les chiffres et le bilan du football africain, malheureusement pour eux, il n'y a eu aucune évolution. Mais tu as quand même un bilan satisfaisant que tu disais tout à l'heure, Greg, c'est-à-dire que 2 équipes africaines en huitième de finale, c'est une première. Greg, depuis 1990, on a eu des nations africaines en quart de finale de Coupe du Monde. Non, mais ce que je veux dire, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'évolution. On n'a pas eu. Ah non, il n'y a pas eu d'évolution. Bien sûr, c'est ce que j'ai envie de dire, et c'est là un petit peu le souci, j'ai envie de dire, du football africain. Avec, comme tu le disais, Eddy, toujours les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois, à chaque veille de Coupe du Monde, à savoir ces soucis d'argent. Et je pense qu'il faut commencer par là, il faut assainir toutes les fédérations avant d'avoir des bons résultats. Et surtout, ce qu'il faut, c'est vraiment couper les ponts entre le politique et le sportif. Les amis, on va donner la parole à un spécialiste. Il s'appelle Philippe Doucet, vous le connaissez tous bien sûr, avec la palette, les statistiques en première division depuis des années, en Ligue 1 maintenant, on l'appelle comme ça en tout cas. Philippe Doucet, grand spécialiste également du football africain. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Alors Philippe, votre avis un petit peu, on voulait solliciter votre avis sur ce bilan africain, on le disait, d'un côté positif avec 2 équipes en huitième de finale, une première, et d'un autre côté de grosses déceptions et surtout des faits qui ont un petit peu émaillé et émargé, on va dire, de ces équipes, et notamment on se rappelle de fameux jets remplis de valises d'argent, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu écorné l'image du football africain. Quel est le bilan que vous tirez de cette Coupe du Monde ? Oui, on pourra évoquer effectivement les turpitudes en dernier. D'abord le sportif. Je pense que vous avez bien résumé en disant qu'il y avait un point positif, c'était 2 équipes en huitième de finale, et je dirais même que
ces 2 matchs, même perdus, ont sans doute été finalement la meilleure publicité pour le foot africain qu'il y ait eu dans cette Coupe du Monde. Parce que le premier tour, pour moi, a été très très décevant. Juste un chiffre quand même. Allez-y. Je suis obligé. Les pays africains, les 5 sélections africaines ont remporté en tout et pour tout 12 points sur 45 en jeu lors de ce premier tour. On peut pas être satisfait. Bien sûr, il y a eu 2 qualifications, de petites qualifications avec 4 points. Et puis, une équipe à 3 points, la Côte d'Ivoire, qui, dans son groupe, raisonnablement aurait dû passer. Et puis après, le Ghana, un seul point, avec une défaite contre les États-Unis qui n'était pas de son niveau. Et puis le Cameroun, on n'en parle même plus. Donc le bilan, évidemment, il est contrasté parce qu'effectivement, on restera, et c'est heureux pour le football africain, on restera sur les 2 huitièmes de finale qui ont été deux bons matchs pour les équipes africaines qui, toutes les deux, malgré leurs limites, si vous voulez, ont quand même fait deux bons matchs au moment où il fallait pour redorer un petit peu l'image du football africain. C'est l'image qu'on gardera, heureusement. Bonsoir Philippe. Vous parliez de turpitude tout à l'heure quand on évoquait l'extra sportif. Est-ce que le problème du football africain ne part pas de là ? Oui, bien évidemment. Vous avez aussi évoqué certaines choses, même si je reviens quand même sur la dernière phrase qui, à mon avis, n'est pas une bonne analyse appliquée en tout cas au football africain. C'est-à-dire, il faut que le politique, ça c'est ce que j'entends énormément sur l'Afrique, c'est-à-dire, mais attention, le football c'est à part, la FIFA dit bien que les politiques ne doivent pas se mêler des choses, etc., etc. Il faut que le pouvoir sportif gère la chose, etc. Il faut voir que dans la plupart des fédérations, si vous mettez de côté les très grands pays, mais il y en a vraiment, ça se compte sur le doigt d'une main, qui ont un budget fédéral à peu près suffisant pour faire subsister une équipe nationale, en fait, la plupart des fédérations, pour payer ne serait-ce que le sélectionneur, il faut faire appel au ministre. C'est-à-dire que c'est le ministère des Sports, voire le Premier ministre, voire la présidence, qui va prendre en charge le salaire du sélectionneur étranger qu'on a choisi. Et pas forcément pour des sommes considérables. Des entraîneurs qui sont à 25-30 000 $ par mois et pas forcément des sommes, encore une fois, considérables. C'est-à-dire que le budget fédéral ne permet pas donc dire les politiques doivent pas se mêler, il faut laisser les fédérations, etc. C'est un peu illusoire. Je crois que le bon équilibre, c'est justement quand le politique et le sportif s'entendent bien et que ça se passe très bien. Ça a été le cas avec certains sélectionneurs dans certaines époques. On a connu des présidents de la République qui s'occupaient de tout, qui s'occupaient, je veux dire, au point de vue financier en tout cas, qui s'occupaient d'affréter l'avion présidentiel, qui s'occupaient de verser les primes, qui s'occupaient de tout ça. Et tout se passait très bien. Je citerai même le Cameroun. Cameroun, époque Claude Leroy, je peux vous assurer que Claude, il a jamais commencé une Coupe d'Afrique sans que les primes aient été versées, sans qu'il y ait le moins de problème, parce qu'il allait directement à Paul Biya et ça se passait très bien. C'est parfois, quand les sélectionneurs n'ont pas ce même pouvoir, qui sont un peu plus... ils n'ont pas le contact direct avec la présidence ou autre, que justement, là, ils se retrouvent à gérer avec le pouvoir fédéral, et puis se retrouver avec des gens qui piquent dans la caisse, où l'argent de la FIFA arrive un jour et le lendemain, il n'y a plus rien sur le compte. Puis finalement, alors du coup, ils vont voir le ministre des Sports qui est bien évidemment bien incapable de résoudre la crise. Bref, c'est finalement, paradoxalement, je dirais, c'est plutôt le politique qui peut parfois sauver le sportif et le fonctionnement du football africain plutôt que l'inverse. Après, bon, évidemment, il faut aussi que les politiques soient de bon niveau et de qualité et honnêtes. C'est pas le cas dans tous les pays, bien sûr. Je vais pas dire que c'est idéal, le fonctionnement idéal. Mais malheureusement, malheureusement, je parlais de turpitude. C'est vrai que cette Coupe du Monde a été une contre-publicité incroyable. Il y a eu vraiment c'est ça le problème. Lamentables avec notamment les avions qui décollent plein de billets. Bon, c'est évidemment pitoyable. Sur le plan sportif, on a quand même des sélections africaines qui remportent des tournois. J'ai envie de dire, la Coupe du Monde, le Ghana l'a remportée chez les jeunes. Et malheureusement, on voit qu'au niveau le plus haut niveau, les résultats sont différents. À savoir, pas de quart de finale. Est-ce que c'est propice au football africain le fait que la transition entre les jeunes et les professionnels ait du mal à se faire? Alors je crois pas que ce soit une caractéristique. Je crois surtout, je regardais avec amusement le classement des âges dans cette Coupe du Monde et les 2 sélections les plus jeunes, c'était le Ghana et le Nigeria,
qui sont de notoriété publique, 2 des pays qui trichent le plus sur les âges. Donc il faut aussi dire la vérité. Moi, je suis profondément attaché au football africain et je l'aime sur bien des aspects, mais c'est vrai qu'il y a... En moins de 17, il y a des gamins qui ont 25 ans, c'est ça ? Écoutez, je crois que le Nigeria, je sais même plus, le Nigeria a gagné une compétition, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier championnat du monde des moins de 17. C'est ça, ouais. Et les gens qui connaissent les joueurs, parce qu'ils les ont vus grandir, etc., me disaient quand même qu'ils auraient même pas pu jouer le championnat du monde des moins de 19. C'est quand même embêtant. C'est quand même un petit peu embêtant qu'il y ait des triches de l'ordre de 3 ans, etc. Alors, après, ça veut pas dire que ce ne sont pas des bons joueurs. Il y a parmi ces joueurs qui n'avaient pas l'âge, si j'ose dire, on va pas citer de nom. Il y a eu des tas de très grands joueurs. Ça veut pas dire que ça les empêche de devenir des grands joueurs. Il y en a d'autres qui argumentent en disant que le football africain a des retards physiologiques, et c'est pas faux. Dans un certain nombre de pays, souvent, malnutrition et autres font que le joueur peut être en retard. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'on soit tenté de tricher sur l'âge. Mais je pense que la vraie raison de ces succès quand même en tournoi de jeunes, elle est là, hein, et malheureusement pas ailleurs. Et il y a une petite question de Valentin à gauche. J'avais une question, bonsoir Philippe. Vous qui suivez de très près donc le football africain, moi j'ai un problème avec la sélection de la Côte d'Ivoire, qui est à chaque fois l'énorme déception, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. Comment vous expliquez à chaque fois, parce qu'on a quand même une pléiade de stars, on a du Yaya Touré, Didier Drogba, à chaque fois, cette équipe n'arrive jamais à assurer dans les grands rendez-vous. Oui, c'est une vraie déception, et je dirais une déception quasi définitive, parce que sauf miracle à la CAN, enfin miracle, ce serait pas un miracle, mais disons que sauf redressement spectaculaire à la CAN 2015, je crois qu'on va avoir toute une génération qui aura passé des années avec le titre virtuel de meilleure équipe d'Afrique et sans gagner le moindre trophée et sans même se qualifier pour un 2e tour de Coupe du Monde, ce qui est quand même évidemment déplorable. Et je crois que c'est un problème de fond, c'est-à-dire que je crois que les sélectionneurs qui se sont suivis à la tête de cette sélection n'ont jamais complètement réussi à en faire une équipe. Oui, il y avait des clans. On avait entendu qu'il y avait des clans dans la sélection ivoirienne. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a évidemment une rivalité au sommet. On sait qu'il y a d'un côté les académiciens, si on peut les appeler ainsi, les joueurs de la SEC Mimosa, qui se sont tous révélés à l'époque de Jean-Marc Guillou, qui ont formé un clan très très important de l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils rejetaient tout le reste, mais c'est vrai que quand Drogba est arrivé, il était une star incontestée, donc bon, ça a pu passer. Peut-être les années passant, ça s'est moins bien passé, il y a eu moins d'entente entre les divers groupes, il y a ça, et puis je crois aussi, tout simplement aussi collectivement, je pense que parfois, il y a eu des négligences dans cette équipe, un coup la défense, un coup le milieu de terrain, un coup des négligences sous prétexte qu'on a 3 ou 4 stars internationales devant. Ça n'a jamais garanti aucune équipe de trophée. Et la Côte d'Ivoire en est une des preuves dans le football international. Une question de Edir Marie pour vous, c'est la dernière. Oui, bonsoir Philippe. Pour vous, quelle est votre plus grosse déception dans cette Coupe du Monde au niveau des nations africaines ? Évidemment, je pense qu'il faut mettre en avant la Côte d'Ivoire parce que ce groupe était extraordinairement abordable et vraiment la Côte d'Ivoire devait passer. Après, on peut refaire le scénario, refaire l'histoire du penalty de dernière minute contre la Grèce, mais malgré tout, on est obligé de constater que la Côte d'Ivoire n'a pas maîtrisé grand-chose dans cette Coupe du Monde. Elle n'a pas vraiment maîtrisé son premier match contre le Japon déjà, c'était juste. Elle a évidemment pas maîtrisé la Colombie. Mais ça, bon, on peut l'expliquer, on peut le pardonner. Et puis, elle n'a pas maîtrisé du tout son match contre la Grèce, qui était évidemment le plus important pour cette génération. Donc, c'est la vraie déception numéro 1 pour moi. J'en ai une deuxième, c'est que je pensais vraiment, je sais pas, j'avais l'intuition en tout cas qu'entre Allemagne et Portugal, il y aurait une déception européenne dans le groupe du Ghana. Et j'avais vraiment en tête que le Ghana, en gagnant le premier match contre les États-Unis, pouvait jouer un rôle et se qualifier. Et perdre la qualification en perdant le premier match contre les États-Unis, franchement là, le Ghana n'a pas été à la hauteur. Mais bon, malheureusement, c'est un peu classique avec cette équipe qui est surtout très bonne dans les très gros matchs et qui ne l'est pas forcément dans
dans le match qui apparaît le plus facile à jouer, plus abordable, les États-Unis, qui est le plus abordable, oui, parce que facile n'est pas le mot. Les États-Unis avaient une équipe tout à fait correcte, mais je pense que le Ghana avait vraiment les moyens de passer dans ce groupe. Ils l'ont prouvé, ils n'étaient pas très très loin de passer malgré tout, mais enfin finir avec un point, ça a été quand même une vraie déception. Je dirais que je cite même pas le Cameroun comme déception, parce que malheureusement je m'attendais, si ce n'est à un tel désastre, je m'attendais en tout cas à ce que le Cameroun non seulement ne passe pas, mais ne fasse pas un bon parcours de toute façon. Pour terminer, Philippe, est-ce que dans les 2 prochaines Coupes du Monde, à savoir la Russie et le Qatar, on ne sait pas encore si ce sera le Qatar, est-ce que vous voyez une nation africaine aller au moins en demi-finale ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors avec assez de justesse, c'est-à-dire que vous avez évoqué le Cameroun 90, moi j'évoquerai encore plus le Nigeria 94, qui vraiment pour moi, je me rappelle très bien à l'époque, je voyais l'équipe du Nigeria, et je la voyais pas gagner la Coupe du Monde en 94 bien sûr, mais je me disais cette équipe-là laisse présager que l'Afrique peut gagner la Coupe du Monde dans les 20 ans qui viennent. Ils ont été champions olympiques. Donc ils seront champions olympiques en 2016, on verra. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas exactement pareil. Merci beaucoup. Pour diverses raisons de règlement et autres, c'est pas tout à fait pareil. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je constate que non seulement aucun pays africain n'a gagné la Coupe du Monde depuis, mais je constate que l'Afrique a reculé. En fait, elle a reculé. Il y a eu certes le Ghana 2010, mais il faut quand même se souvenir qu'il y avait 6 pays au départ de la Coupe du Monde et un seul en 8e de finale, le Ghana. Alors c'est vrai que tout le monde a retenu la main de Suarez et le fait que le Ghana a frôlé la demi-finale, c'est vrai. Mais il n'empêche que le Ghana était très très seul. Donc finalement, depuis ces années 90, eh bien finalement l'Afrique a reculé et c'est effectivement une déception globale. Et du coup, ma réponse sur la Russie et le Qatar sera la même. C'est-à-dire, je pense pas que dans l'état du continent actuel, l'état des équipes nationales du continent actuel, je ne vois pas comment en 8 années une super équipe pourrait se révéler d'un coup et être capable de gagner une Coupe du Monde dans ces 8 ans. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On vous retrouve pour la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine sans doute. Bien évidemment, si vous en parlez, c'est très bien. C'est une très très bonne chose de parler du football africain. Eh bien en tout cas, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir réagi dans l'édition spéciale de IDFM 98 FM, édition spéciale Coupe du Monde. À bientôt Philippe. Merci Manuel. Au revoir. Voilà, Philippe Doucet qui était avec nous bien sûr dans cette émission. Voilà un bel honneur qu'il nous a fait. On a parlé en tout cas avec beaucoup de justesse avec lui de ce match, surtout de ce bilan africain pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur le sujet. Les amis, on va donc passer à la suite du programme. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Et on a eu un appel pendant la pause assez marrant. Mimi, une dame qui nous a appelé pour nous féliciter de cette émission. Alors on voulait faire un gros bisou à Mimi. Et elle, son pronostic, c'est 3-1 pour la France face à l'Allemagne demain. Pour l'Allemagne, pardon, face à la France demain. Voilà. Excusez-moi, je ne voyais pas réagir. Je me disais, j'ai dit une bêtise sans doute. Donc n'hésitez pas à appeler 01 34 12 12 22. Je rappelle qu'à la fin, on a le clash des collègues. Le clash de collègues, le principe, c'est très simple. Vous êtes collègues, vous en avez marre de vous embrouiller à la machine à café. Vous voulez régler votre compte à la radio. IDFM vous offre cette opportunité. Je le dis une dernière fois, c'est le 01 34 12 12 22. On va passer à la suite, les amis. Et on va s'intéresser, si vous le voulez bien, au quart de finale avant de parler un petit peu des surprises de cette de cette Coupe du Monde. Les quarts de finale, et on va commencer avec le Brésil qui affrontera la Colombie. Et juste pour le plaisir, vous avez tous vu bien sûr le premier but de du 8e de finale de la Colombie face à l'Uruguay, tout à fait. Ce but de James Rodriguez. Et bien écoutez, on vous propose la version VO, la version colombienne, juste pour se le rappeler. La rescata Ben, la vaca, James Rodríguez tirando, golazo, taque, 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 gol, gol, vino, gol de mundial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, 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 taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, vino, gol de mi Colombia, gol.
C'est exceptionnel. Una pintura, C'est une pintura, peinture, bien sûr. Enfin, sans doute, on imagine. Ça doit être ça. Le but du mondial pour le moment. Le but du mondial. Exceptionnel. Brésil-Colombie. Les Brésiliens, on les a vus en souffrance quand même, les amis. Il faut le dire. Enfin, c'est une très belle équipe en pleurs, du on peut Chili. le dire. En pleurs. Est-ce que c'est pas là le problème? On en parlait un petit peu avant le début de cette Coupe du Monde. Comment le Brésil va gérer la pression liée à l'événement? On a vu beaucoup de joueurs craquer pendant ce match-là. On se rappelle bien sûr que Thiago Silva a refusé de tirer son penalty, mais ça c'est différent parce que on sait qu'il a raté en finale des JO aussi un penalty important pour le Brésil. Les amis, Contre avec le PSG aussi. et contre avec le PSG Je aussi, rigole. mais ça l'a moins marqué, je pense. Ça l'a moins marqué, ça c'est une certitude. Votre avis un petit peu sur ce Brésil-Colombie qui se profile face à nous? Est-ce que les Brésiliens vont avoir les ressources morales pour stopper l'hémorragie? Moi, je pense que les Brésiliens, ça va être compliqué pour eux parce que les Colombiens vont faire un match comme les Mexicains ont fait face aux Brésiliens. Souvenez-vous, on avait eu le droit à une équipe mexicaine qui jouait sans complexe. Et on a cette équipe colombienne qui depuis le début du mondial joue également sans complexe, qui presse très haut, qui a un Rames Rodriguez de folie, un Cuadrado aussi. Quadrado, pardon. la Fiorentina, ouais. Le joueur de la Fiorentina sur son côté aussi qui est énorme. Ça va être très compliqué pour le Brésil. Ça va être très compliqué parce que déjà la Colombie est une bonne équipe de football. Ils jouent bien au football. Pour le moment, je pense que c'est l'équipe qui a le plus impressionné depuis le début de ce mondial. Ça veut pas dire qu'elle va être championne du monde. Et surtout qui a su répondre sur son 8e de finale. Exactement. Contrairement aux Mexicains et aux Chiliens. Exactement. Après, le Brésil, il faut quand même se poser la question de l'état psychologique des Brésiliens. Ils ont fait appel, et c'est officiel, à un psychologue. On va entendre Neymar tout à l'heure en Voilà. parler. Si ça vous Pour dit, certains joueurs. on en parle. Non, pour tous les joueurs. Vous allez voir. Non, mais l'état psychologique de certains joueurs, je pense. On écoute le sonore Neymar qui parle justement. Est-ce que ça lui a fait du bien, le psy? J'aime assez et je crois que ce n'est pas utile que dans le sport ou dans le football. Nous tous qui vivons des émotions tous les jours devons travailler avec la psychologue. Je vous conseille de le faire parce que ça fait du bien à l'être humain et ça aide à rester plus léger. Notre relation avec elle est bonne, elle nous aide bien. J'apprends beaucoup de choses et j'espère pouvoir continuer après. Et du coup, oui, donc Neymar parle de la psychologue. Voilà. Et mais le fait est, c'est que je veux revenir quand même sur les images. Bon, les hymnes, ils pleurent. Allez, on va dire à chaque hymne, ils pleurent. Déjà, donc on peut laisser passer, mais c'est surtout juste avant la séance de tir au but. Normalement, une phase de jeu où tu dois être concentré à 100%, où tu dois justement conserver tes dernières forces, garder ton influx nerveux. Mais les Brésiliens ont bien su répondre pendant cette séance de tir au but. C'est surtout, il faut souligner la faiblesse psychologique de certains joueurs. Moi, quand je vois Neymar, quand je vois David Luiz, quand je vois Julio César, excusez-moi, mais il ne souffre ou Hulk face au Chili, il ne souffre d'aucune pression psychologique. Je suis pas sûr. Quand tu vois Neymar s'effondrer après la séance de tir au but, ça te montre que la pression, il est jeune. Je suis d'accord. Julio César qui pleure avant une séance de pénalty. Non, je suis pas d'accord avec vous. Neymar a pris une très grosse béquille en début de match. Souvenez-vous, il a joué blessé, il a joué ses 120 minutes et il est parti tirer son pénalty. Bien sûr, mais il est pour le moment, il montre en tout cas de par son implication, de par surtout son implication dans le parcours brésilien, que bien sûr qu'il est au rendez-vous, il répond présent et que il doit pas être si perméable justement à la pression. Mais quand tu le vois s'effondrer après la séance de tir au but, tu te dis quand même qu'ils ont chaud, ils ont la pression sur eux. Et Julio César, tu voulais parler grec peut-être, non? Non, Julio César, je trouve pas qu'il ait supporté la pression. On lui a tiré les 2 pénaltys sur lui. Il a pas plongé sur. Il a fait un beau match quand même. Il a fait un très bon match. Il fait un match. Le but, pour un gardien qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Que s'il est de l'autre côté, je pense que Claudio Bravo ne le prend pas ce but-là. Il fait un arrêt décisif quand même. Il fait un arrêt sévère sur Julio César. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. Ça fait bizarre de le voir. Avoue que quand on l'a vu en larmes avant cette séance de penalty, on s'est dit c'est qui Toudou. C'est qui Toudou. Non, et puis c'est ce genre d'attitude avant une séance de tir au but. La sortie de Scolari. Un jour d'un match décisif pour le Brésil, un quart de finale de Coupe du Monde, il dit que Thiago Silva est un capitaine indigne et il le dit à 6 journaux brésiliens, donc forcément ça va être relayé à la presse internationale. Je suis pas sûr que l'ambiance soit au beau fixe dans l'équipe brésilienne. Il a dit également qu'il y avait un joueur qu'il n'aurait jamais dû prendre pour cette Coupe du Monde. C'est les paroles de Filipao en tout cas. En tout cas, c'est Lucas qu'il aurait dû prendre, ça c'est sûr. Les amis, juste l'avis. Non, et puis footballistiquement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que footballistiquement, avec les 11 joueurs qui sont sur le terrain, est-ce que le Brésil est plus fort que la Colombie? Je ne suis pas sûr. Non, mais les Brésiliens montent en puissance. L'avis d'une auditrice, les amis. Une femme nous appelle dans cette émission réservée au sport et au football. Laetitia nous a appelé au 01 34 12 12 22. Salut Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Tu voulais réagir sur le Brésil et toi ton avis sur le Brésil. Est-ce qu'ils vont passer face à cette équipe de Colombie selon toi?
En fait, on se rend compte durant cette Coupe du Monde, c'est vraiment une question de chance. Et parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont montées en puissance, qu'on disait faibles, notamment moins bonnes que les équipes qu'on connaît d'habitude, notamment l'Algérie ou le Nigeria, les équipes africaines, qu'on voit qui tiennent de plus en plus tête aux grandes équipes européennes. Et face à ça, le Brésil, c'est vrai que on se rend compte que c'est vraiment une équipe. J'ai envie de dire que c'est vraiment la plus faible que j'ai jamais vue, quoi. Ouais, bonsoir Laetitia, mais on avait eu à peu près le même débat. C'est Ediamari qui te parle, je balance. Il y a une semaine, on avait tous eu à peu près le même débat avant ce fameux match Brésil-Chili, où on a vu le droit à des Chiliens qui avaient été impressionnants. Souvenez-vous face aux. Ils avaient perdu 2-0 contre les Pays-Bas, quand même. Des Chiliens impressionnants face à l'Espagne. L'Espagne qui en avait pris 5 contre les Pays-Bas. Ou face à l'Australie, on avait une équipe chilienne très impressionnante et on avait eu le même débat. On disait on a le droit à une équipe chilienne qui joue sans complexe et qui peut battre le Brésil. Aujourd'hui, on a le même débat avec la Colombie. On dit que les Colombiens sont meilleurs que les Brésiliens, mais au final, les Brésiliens ont su répondre présent. Oui, mais avec quelle difficulté? Ils sont arrivés quand même. C'était justement, comme je dis, un coup de chance, quoi. Au tir au but, c'est soit on la met pas. Mais à la fin du temps réglementaire et à la fin de la prolongation, ils étaient à quel résultat? C'était un 1-1. C'était 1-1. C'était 1-1. 1-1 et 1-1, franchement. On a la barre à la 120e. Une équipe du Brésil qui fait la Coupe du Monde, qui organise la Coupe du Monde, il ne devrait pas être dans cet état d'esprit. On se souvient, moi personnellement, je suis génération France 98, parce que c'est là que j'ai vraiment découvert. T'es une footix. Comment ? T'es une footix, c'est le féminin de footix. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert j'ai découvert vraiment le foot pendant la Coupe du Monde en France. Et j'ai le Brésil de France 98, bien qu'ils étaient forts et qu'on les a battus, bien qu'on les a battus 3-0, mais c'était vraiment une équipe qui était en forme, qui est arrivée là, entre guillemets, sans difficulté en finale, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, le Brésil... Aujourd'hui, je suis étonnée parce que moi, Thiago Silva, je le vois avec au PSG. Et là, je ne le vois même pas sur le terrain. C'est vrai que le Thiago Silva du Brésil, le Thiago Silva du Brésil est 10 fois moins en forme que le Thiago Silva du PSG. Après, au niveau de l'animation offensive, aujourd'hui, on peut avoir une certitude après 4 matchs de Coupe du Monde, c'est que le jeu du Brésil ne tourne autour d'un seul homme, c'est Neymar. Si Neymar est excellent, le Brésil... J'ai l'impression que... On va laisser parler Greg après les tiens. Ça sera tout simplement Neymar, quoi. Oui. Bien sûr. Si le Brésil va au bout, ce sera avec un grand Neymar. Mais aujourd'hui, tu l'as très bien dit, et c'est vrai que personne l'a soulevé. Neymar s'est pris une grosse béquille contre le Chili en début de match. Il a été absent pendant les 120 minutes. Et ça a été très dur pour le Brésil. Mais Hulk a su reprendre le flambeau. Alors que ses premiers matchs avec le Brésil ont été compliqués. Ça n'a pas été non plus... il a été très bon face au Chili. Ça n'a pas été non plus flamboyant. Mais tu peux pas... Aujourd'hui, le Brésil ne peut pas se contenter d'un seul joueur à chaque match. C'est pas possible. Mais le Brésil n'a pas le bout. Il y a aussi un joueur aussi qui fait polémique, c'est Fred. C'est vrai, il a marqué un but, mais bon... Et Jo qui n'a pas fait un tir cadré, les amis. Il n'a pas trop sa place dans cette équipe. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant au Brésil. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont très peur parce qu'ils ont toujours vécu, ils ont toujours eu dans leur histoire de grands numéro 9. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent sans numéro 9. Laetitia, on va conclure ton pronostic là pour demain. Écoutez, moi je dis 2-1 pour la Colombie. 2-1 pour la Colombie. Et France-Allemagne. Voilà. Et France-Allemagne, t'as une petite idée? Ah bah attendez, il y a mon cousin qui joue, c'est la France qui gagne. Eh ben écoute, on va suivre. Avec un but de Matuidi. Un but de Matuidi, c'est ton chouchou, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. C'est mon cousin. D'accord, ok, ça explique tout. Merci beaucoup Laetitia en tout cas d'être intervenue sur IDFM 98 FM. On vous rappelle que vous pouvez réagir au 01 34 12 12 22. Les amis, on va switcher, je vais vous faire un petit tour de table. Qui voit le Brésil perdre ici? Moi, je vois la Colombie passer. Greg voit la Colombie passer. Moi, je suis un peu de cet avis.
Moi, c'est comme chaque semaine. C'est vrai, j'avais oublié, je le regardais. Non, mais sincèrement, je sais pas. Quand on voit le Brésil-Chili, le scénario que ça nous a réservé, faut être vraiment très fort pour dire aujourd'hui si la Colombie ou le Brésil va gagner. C'est le Brésil qui va gagner, Eddie. Bon, voilà. Écoutez, l'oracle nous a dit. Je suis d'accord avec Valentin. Je tenais à dire que je le pensais avant, mais maintenant que Valentin a confirmé, je suis encore plus d'accord. Mais sincèrement, j'espère que le Brésil va passer parce que la Coupe du Monde, bien sûr, avec un Brésil éliminé au quart, ça serait tous terrible. les 4 ans, quand le Brésil se fait éliminer du Coupe du Monde, c'est horrible. Moi, je pense clairement qu'ils n'ont pas le niveau pour aller en demi-finale. C'est pour ça que je les vois pas passer. Eh ben, écoutez, en tout cas, on jugera sur pièce et on en parlera la semaine prochaine. Un petit message du côté. Les amis, un petit peu de tenue. Vous avez été très très bien. Eddie, je l'ai jamais vu aussi cordial avec une auditrice, un auditeur. Voilà, c'est vraiment premier de la classe. D'habitude, tu coupes tout le temps la parole, mais là, je peux te dire que le gars, il y a plus d'Italie, il y a plus d'Algérie. Il y a l'équipe de France. Petite coupe au gel, j'ai mis mes vêtements de la rentrée. Pour la webcam, bien sûr. idfm98.fr. Regardez notre ami Eddie Amari. Linden, un message d'auditeur. Ah oui, on a beaucoup d'appels, surtout des appels de femmes. Donc déjà, merci à Laetitia pour son appel. Je viens de tilter qui était Laetitia tout à la fin. Et sinon, on a eu un appel donc de la Sirène d'Anguin qui nous dit Sirène d'Anguin qui est fan de Guingamp et qui nous dit qu'elle avait pronostiqué 3-1 pour Guingamp en finale de la Coupe de France. Alors on lui a dit qu'elle était magicienne et elle nous a pronostiqué donc victoire 2-1 pour la France face à l'Allemagne. Alors je me retourne vers l'oracle. Tu es de mèche avec la déesse d'Anguin ou pas? D'accord. C'est une amie. D'accord. Généralement, les fans de Guingamp sont pas bons au prono. Moi, j'avais un ami fan de Guingamp qui avait pronostiqué que Batles était nouveau Zidane. Il se reconnaîtra. Les amis, on passe au match suivant. Merci beaucoup en tout cas à la déesse d'Anguin. Vous êtes la bienvenue en studio. La sirène, excusez-moi. La déesse nous appellera sans doute un petit peu après. Passons au match Argentine-Belgique. Il y a un autre quart de finale qui nous attend. Allez, on se met le replay. Depuis la Belgique, comment on a vécu justement ce match, cette victoire contre les États-Unis? Bonjour. Est-ce que vous êtes bien supporters de Belgique? Qui récupère De Bruyne, qui fait le tour, l'ouverture du score pour la Belgique, signé De Bruyne. Il a fait le tour de deux défenseurs. Derrière, il se retrouve sur son pied droit. Sa frappe croisée à ras de terre qui vient tromper Tim Howard, le gardien américain. Et après 2 minutes dans la prolongation, la Belgique qui ouvre le score. De Bruyne lancé par Eden Hazard. De Bruyne aux alentours de la surface de réparation. Il sert le but. Lukaku. Tu l'avais annoncé, Steph. Pour la Belgique. Tout à l'heure, c'est Lukaku qui a servi De Bruyne. Et bien là, De Bruyne lui rend l'appareil. Oh, la réduction du score, la réduction de l'écart pour les États-Unis. C'est celui qui vient de rentrer. Julian Green, lui aussi, il n'a que 19 ans. Il évolue au Bayern. Et c'est fini. C'est fini. La Belgique est en quart de finale de la Coupe du Monde. Les amis, on va essayer d'aller très vite parce qu'on a fait sauter le clash des auditeurs et j'ai 2 auditeurs qui nous attendent pour la fin d'émission. Un petit mot, je vais donner la parole à Linden. Argentine-Belgique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque 86, les débuts de Marc Wilmots avec la sélection de la Belgique, l'époque Enzo Sifo, même si j'étais pas né, mais on la connaît là-bas parce que c'est le seul gros parcours que la Belgique a fait en Coupe du Monde, donc on nous en parle comme ici on parle de France-Allemagne. Mais est-ce qu'il y a moyen de passer pour la Belgique pour toi? Il y a toujours moyen de passer parce que le facteur de l'Argentine sera uniquement Léo Messi, c'est-à-dire que le match peut ressembler à celui de 86. Si vous regardez les images sur YouTube, les 2 buts viennent de Maradona part sur un exploit individuel. Ça peut ressembler exactement à ce même match avec le même type de joueur puisque ça peut être la Coupe du Monde de Messi. Mais en dehors de ça, derrière déjà l'assise défensive, elle est moyenne. En plus, il y a Roro, l'arrière gauche qui était pas mal et très offensif, qui est suspendu. Si la Belgique arrive à trouver son jeu, arrive à être peut-être un petit peu plus forte au milieu de terrain parce que Witsel a été moyen, il y a peut-être quelque chose à aller chercher mais ça sera difficile. Greg, moi je pense que la Belgique doit arriver à marquer ses occasions. Exact. Parce que 27 tirs cadrés, c'est trop. Voilà, c'est pas possible. exactement. C'est pas possible. Et l'Argentine a survécu face à la Suisse parce que les Suisses n'ont pas été bons devant le but. Et puis sur un éclair de Messi. Et sur un éclair de Messi, sur une perte de balle suisse parce que Messi n'avait pas non plus fait grand chose avant dans le match. Et je pense que la Belgique techniquement est largement au-dessus de l'Argentine, excepté bien sûr Messi. Et si la Belgique arrive à marquer rapidement, je pense que la Belgique passera facilement en demi-finale. Attention au péché d'orgueil les amis, j'ai l'impression que les Belges croquent un petit peu dans le ballon si je peux me permettre. On sent que par exemple tu prends Eden Hazard ou tu prends Mertens, t'as toujours 3, 4, 5 touches de balle avant de faire la passe. Est-ce que pour passer un cran, tu devrais pas aller un peu plus vite? Il y a quand même Di Maria qui est le croqueur numéro 1 au monde. C'est leur jeu, mais surtout j'ai l'impression que cette équipe belge n'arrive pas à se faire confiance.
C'est ça, quand on a eu cette équipe, on a eu cette équipe qui a survolé son groupe. Survolé, c'est un grand mot, parce que c'est des victoires en fin de match. Survolé, si tu prends les résultats, mais si tu prends la physionomie, c'est pas pareil. Qui a été solide et qui a affiché un autre visage pendant cette phase de qualification. Là, on a une équipe belge qui, pour moi, n'a toujours pas montré son vrai visage, et j'attends toujours de voir Eden Hazard. J'espère qu'il va me faire mentir dans ce quart de finale, mais j'attends toujours de le voir hausser son niveau de jeu et de l'avoir à la hauteur de Mertens, par exemple. Mais il faut quand même refléter, même si Eden Hazard est très moyen au niveau de ses perfs, mais c'est qu'il a toujours 2 joueurs défensifs contre lui. Il a été bien meilleur contre les États-Unis. Il a été bien meilleur, mais encore Klinsmann a composé une compétition avec Cameron et le milieu de terrain. J'ai oublié le milieu droit, mais c'est un peu un équivalent de ce que faisait Debuchy, Réveillère à l'époque de l'équipe de France. Zouzi. Et voilà, exactement. Ouais. Hazard est toujours victime de ce traitement-là, et déjà qu'il n'est pas en forme, c'est encore d'autant plus difficile pour lui de faire des bons matchs. Il faut qu'il se mette dans la tête qu'ils peuvent gagner. Je pense que la Suisse ne s'est pas mis dans la tête qu'elle pouvait gagner. Parce que la Suisse était meilleure pour moi que l'Argentine. Parce que les Argentins, vraiment, depuis le début de la compétition, c'est vraiment pas terrible. C'est une équipe qui est complètement déséquilibrée. En fait, c'est que pendant 2 ans, ils ont joué en 4-3-1-2 avec Messi en 10 et Agüero et Higuaín en pointe, parce que Agüero et Higuaín ne peuvent pas jouer sur les côtés. Et le souci, c'est que Messi n'aime pas et n'est pas très bon quand il joue 10. Et je pense que c'est réellement un souci. Et puis un gros souci, c'est le gardien Romero, qui s'est particulièrement distingué contre la Suisse avec des sorties très hasardeuses. Mais il a été bon, il en a sauvé nous deux. Et puis on a une équipe où il y a un milieu de terrain. Il y a un milieu de terrain argentin. On a le droit. Qui est très faible. Gago qui est très faible, mais surtout on a un milieu de terrain argentin qui manque de génie et qui manque de créativité. Oui, bien sûr. Au milieu, il y aura beaucoup d'espace parce que la Belgique, sur le papier, joue avec Fellaini et Witsel, mais ils ne sont jamais à côté. C'est-à-dire que Fellaini est un faux 6, puisque Fellaini va se retrouver quasiment tout le temps en 9,5, et Hatset Witsel se retrouve toute seule pour la Belgique. Il y aura beaucoup d'espace au milieu de terrain. Et ça va être difficile. Attention à la vitesse de Di Maria et Messi. Je pense que ça peut être le facteur. Qui voit la Belgique passer très rapidement, les amis? Greg, toujours, qui avait déjà dit que la Colombie sortira le Brésil. Linden, ton avis de spécialiste. Je ne pronostique pas. Notre Stéphane Powell sans mieux. Je ne donne pas de pronostic sur ce match. Je peux te donner n'importe lequel, mais pas sur celui-là. Et dis, je te demande pas. J'arrête de te demander. Tu sais pas. Je sais pas, mais je vois pas les Belges passer. Ah, je vois l'Argentine passer, moi. Je vois les Belges avoir leur chance, mais les Argentins passeront. Voilà, exactement. Et ben écoutez, je suis trop utopique, moi, en fait. Moi, je suis pour ceux qui jouent bien au football. On verra demain. Peut-être l'oracle. Que voit l'oracle sur ce Belgique-Argentine? Déconne pas, garçon. Non, mais. Ah là, il sait pas l'oracle là. Ça va aller en prolongation, les gars. Prolongation, ça veut dire. J'ai pas été ébloui par le niveau des 2 équipes. Est-ce que tu sens là? Ce que tu sens? Non, franchement. Regarde dans le bar de café. Demain matin, on va prendre un café. Franchement, je pense. Désolé, Linden. Hein. Ça va être compliqué, mais je pense que l'Argentine va passer. Ouais. C'était le mot de la fin en tout cas pour cette rencontre. On va switcher sur la dernière rencontre. Le Costa Rica face aux Pays-Bas. Attention, c'est peut-être la plus indécise. On écoute tout de suite la conférence de presse avec Eric Sanchez, le préparateur physique, et le joueur Borges latéral, si je ne me trompe pas. C'est ça. Keylor Navas a un problème, le médecin peut le confirmer. Il a une lésion et il faut faire très attention, ce qui ne signifie pas qu'il soit en danger de ne pas jouer samedi. On va faire attention et au cas où l'utiliser seulement samedi. Et ne pas l'utiliser pendant la semaine. Mais il faut qu'il soit bien samedi. Notre capitaine, Brian Ruiz, marque beaucoup de buts en ce moment. Il a confiance dans le jeu, il est en train de jouer de façon incroyable. Et il est conscient qu'il a une équipe qui est toujours à ses côtés. Donc il ne s'agit pas seulement du fait qu'il marque des buts, ce qui est très important, c'est clair, mais c'est toute l'équipe qui fait des sacrifices pour qu'on puisse gagner. Mas o time inteiro está todo mundo fazendo sacrifícios para que o time pode ganhar. Holanda agora. De bons résultats donnent toujours confiance à une équipe. Maintenant, les Pays-Bas, c'est une équipe très dangereuse parce qu'ils ont des résultats. Donc il faut que nous soyons très calmes et il faut faire un match sérieux. On va avoir une séance de vidéo pour analyser nos adversaires parce que eux aussi ont des qualités intéressantes et pour que nous puissions bien nous défendre. Também eles têm coisas boas para nós. Voilà, je vous le disais, on entendait Eric Sanchez, le préparateur physique, et bien sûr Borges. On a fait un point bien sûr sur les blessés, sur ceux qui seront absents. C'est important du côté du Costa Rica. Très rapidement, on a 1 minute les amis avant de retrouver le clash des auditeurs. Est-ce que le Costa Rica peut faire un coup contre les Pays-Bas? Non. Ouais. Non. C'est fini la belle aventure Costa Rica. C'est fini, c'est dommage. Surtout si Keylor Navas, leur gardien, qui est pour moi le meilleur gardien du mondial, n'est pas à 100%. Et puis le Pays-Bas a quand même un facteur très important par rapport aux autres équipes, c'est quand même Arjen Robben. C'est-à-dire que les autres équipes qui ont perdu
perdu contre le Costa Rica était un échec collectif. Si le Pays-Bas coule collectivement, ils auront toujours quelqu'un qui va sortir individuellement. C'est Arjen Robben qui est pour moi intouchable. Moi, je suis pas d'accord. Honnêtement, les Néerlandais m'ont pas impressionné, hormis le fameux match face à l'Espagne, qui était un match, je pense, très particulier. Ouais. Mais les Néerlandais m'ont pas impressionné, et je pense que les Costariciens ont leur chance. À savoir s'ils vont passer ou non, ça c'est un autre débat. Moi, ils m'ont impressionné dans le retour qu'ils ont fait contre le Mexique, parce que à la 75e minute, je les voyais pas du tout passer. La différence, Greg, c'est que les Mexicains ont déjoué face aux Néerlandais. Ils ont abandonné leur système de jeu, leurs convictions, ils se sont mis à reculer, on ne sait pas pourquoi. Les Costariciens face aux Grecs se sont mis à reculer parce qu'ils jouaient à 10. C'est totalement différent. Non, mais en plus, tu sais qu'Eddie, les demi-finales, c'est pour les vrais bonhommes. C'est-à-dire que les grosses surprises, ça s'arrête toujours en quart. Aujourd'hui, on sait que les 4 dernières équipes, c'est les vrais bonhommes. Ne sous-estimez pas cette équipe. Parce que je pense que c'est une équipe qui a de grosses, comment dire, offensivement, ils ont leur trio offensif qui est quand même techniquement très bon. De grosses ressources mentales. Souvenez-vous, face à l'Uruguay, ils perdent 1-0. Après, ils ont gagné le match de 1. 3-1 même, pardon. Face à l'Italie, ils ont un but refusé pour enjeu imaginaire. Ils marquent tout de suite après. Et face aux Grecs, un partout, ils gagnent à 10 contre 11 au pénalty. Mais attention, ça sort d'une prolongation. Les Costariciens vont avoir beaucoup de mal. C'est surtout Keylor Navas. Attention, si Keylor Navas n'est pas là. Voilà, les amis, on a fait le point sur le Costa Rica. Merci à tous, bien sûr. On va, avant de se quitter, passer à votre rubrique préférée, je le sais, le clash des collègues. Ils sont 2 aujourd'hui. L'un s'appelle Étienne, l'autre s'appelle Mehdi Pierre, et tous les 2 vont s'affronter sur une seule question. La question, la meilleure des questions, est-ce que la France peut être championne du monde? Alors les amis, le concept est très simple. Vous avez 1 minute 30 pour vous exprimer, excusez-moi. Vous entendrez le petit coup de sifflet si vous avez déplacé votre minute 30, et après on vous redonne 30 secondes si vous êtes des bons pour vous départager. On a fait une petite on a procédé au toss, en tout cas dans le studio, et c'est Étienne qui va démarrer. Donc Étienne, au coup de sifflet tu démarres, c'est toi qui commence, qui lance le bal. Étienne Logeborgne, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Je suis là, c'est parti. Ne quittez pas. La balle est dans les pieds. C'est parti. Ok, alors pourquoi la France ne peut pas être championne du monde? Tout simplement parce que on arrive à un moment donné dans la Coupe du Monde où là on rencontre des grosses équipes. Les gros tests, c'est pour maintenant. Et on a une équipe de France, on a toujours fonctionné sur un système bonapartiste avec un leader, un homme providentiel. Aujourd'hui, on n'a pas de Zidane, on n'a pas de Platini, on a un Benzema. Aujourd'hui, Benzema, il peut être performant sur 1-2 matchs, rarement 3 de suite. Voilà pourquoi on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Peut-être qu'on passera ce tour-là, peut-être qu'on passera le prochain, on passera sûrement pas la finale, peut-être qu'on perdra avant, sûrement on perdra avant. On va tomber contre des équipes qui ont des certitudes. On le dit souvent pour le PSG, on peut pas gagner avec des champions un an. La Coupe du Monde, c'est pareil, on a 4 ans pour se préparer. Il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on n'a jamais eu l'objectif de la gagner parce qu'on n'avait pas l'équipe. Je vois pas pourquoi ça serait possible maintenant. On n'a pas les capacités techniques, physiques, de quoi se reposer sur une forme de jeu qu'ont beaucoup d'autres équipes au même stade de la compétition. Voilà pourquoi je pense que moi, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Même si j'ai envie d'y croire, même si c'est une folie, impossible n'est pas français. Il y a un moment donné, il faut arrêter de rêver. Je pense que on a de bons joueurs, on a de quoi préparer un Euro 2016 serein avec une génération moins de 20 championnes du monde. Ok, de quoi rêver être champion du monde aujourd'hui. Faut quand même tempérer. On peut faire de belles choses. On a fait de belles choses. On a de quoi être fier de cette équipe. On va se redresser, mais pas cette année. D'accord. Voilà, le petit coup de sifflet était pile sur la minute 30. On va attendre. J'ai pas envie de jouer de prolongation, mais c'est pas efficace. Le style, il est là. À l'allemande, Gerd Müller. Gerd Müller. Présent, Thomas Müller, on est là. Les Müller. Et oui, autre argument, ça c'est pour Linden. Il n'y a pas de roue en équipe de France. Voilà. Il te connaît bien, Linden. Allez, on va attendre tout de suite la réponse de Mehdi Pierre. Au coup de sifflet, c'est à toi, Mehdi Pierre. Allô, donc comme l'a dit Étienne, impossible n'est pas français. Moi je pense que là on a une équipe qui est dans une dynamique très positive, qui est dans un élan incroyable. Personne, je sais pas si vous vous rappelez au moment de l'Ukraine, personne, aucun journaliste, aucun supporter ne voyait cette équipe passer même les barrages. Aujourd'hui on est ici en quart de finale contre l'équipe d'Allemagne. On est dans une phase à élimination directe et à partir d'aujourd'hui, chaque match tout peut jouer. On l'a bien vu avec toutes les équipes qui sont arrivées maintenant jusqu'en quart de finale. Ça a été dur pour toutes les grosses équipes, ça a été très dur pour les petites équipes, celles qui sont là. Mais la France, moi, je crois qu'aujourd'hui, avec les statistiques qu'elles ont, on a un but toutes les 36 minutes, sans compter les buts de Benzema qui ont été refusés ou attribués à d'autres joueurs que Benzema. Je suis sûr qu'avec toute la ferveur du pays, des francophones,
et toute la dynamique qui est dans ce groupe. Je crois en ce groupe. Je crois qu'il y a quelques leaders. Alors, c'est des leaders plutôt discrets et plutôt dans les actes que dans les paroles. Mais je crois que Pogba va être un vrai cadre, un vrai pilier de cette équipe de France pour aujourd'hui, pour la Coupe du Monde 2014 et pour l'Euro 2016 et pour toutes les autres compétitions à venir pendant, j'espère, très très longtemps. On est où là? Voilà, t'as fini le temps, vous êtes pile poil les mecs. Bravo les gars. Alors je vais prendre juste l'avis. Vous avez taffé, bravo, vous avez la stat, c'est beau et tout, etc. Juste prendre l'avis un peu du plateau parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, 1 minute 30. Est-ce qu'il y a eu un KO pour vous là-dedans? Non, il n'y a pas de KO. Il n'y a pas de KO. C'est équilibré. Bon, vous êtes repartis pour 10 secondes les amis, 15 secondes en tout cas. Allez, c'est parti. À toi la parole, Étienne, pour répondre à Mehdi Pierre. Ok, c'est vrai, il l'a dit, Benzema, il peut marquer, mais comme on peut, j'ai envie de citer Jean-Claude Duss aujourd'hui, sur un malentendu, ça peut passer. C'est vrai que les valeurs du sport, ça a toujours été le fort contre le faible, David contre Goliath. Ok, comme j'ai dit, ça peut passer sur un match, il en reste 3 à gagner, ça va être très difficile, j'ai envie d'y croire, mais j'ai pas envie de me résigner à jeter tous mes espoirs dans cette équipe de France, je pense qu'on a de belles échéances à venir dans 2 ans. La réponse tout de suite de Mehdi Pierre. Donc moi j'y crois, je vais être devant l'hôtel de ville pour supporter l'équipe de France. Ça va être très très dur contre l'Allemagne, mais je suis sûr que si l'équipe de France arrive à s'imposer face à l'Allemagne, ils vont pouvoir aller chercher au fond d'eux-mêmes toutes les ressources qu'ils ont pour aller battre le Brésil ou la Colombie. D'ailleurs moi je pense que ça va être la Colombie qui va être en demi contre la France. Et ensuite la finale contre peu importe l'équipe, mais on va gagner les gars, on va gagner. Allez, très rapidement les amis, l'avis du plateau. Greg, qui a gagné? Étienne, Eddy, Étienne également. Linden, Match nul. Et Valentin? Mehdi Pierre. Mehdi Pierre, c'est victoire d'Étienne sans appel les amis. Merci beaucoup d'avoir réagi au 01 34 12 12 22. Bonne Coupe du Monde à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Allez la bleue.